quart d'heure. Le quart d'heure. Le quart d'heure lyonnais, voilà. Voilà, mais il y a le quart d'heure angevin, quart d'heure académique, quart d'heure partout. Enfin. Donc vous êtes promu à 3 heures 3A à Sciences Po Lyon, et puis je monte 2 fois par an à Paris pour Centrale Paris. Ouais, j'essaye de limiter quand même. Ouais. C'est les turbos proches. Bon, c'était sympa ce petit repas. Oui, bah, j'espère que ça vous a plu. Mais oui, mais surtout que du coup je me suis permis d'inviter des amis, mais finalement c'était bien. Hein. Ah oui, oui. Mais ça, on ne sait jamais tout, parce qu'en fait, on se fait livrer tous les 2 jours. Ah oui. En fait, c'est Claire qui fait ça, c'est du bio local de chez moi. Enfin, voilà. Ah, et c'est elle fait ça à côté de Lyon, et elle nous livre tous les 2 jours, mais en fait, on ne sait jamais midi, combien on va vendre. Et il y a des fois, il y a beaucoup de choix, et puis parfois, il y a moins de choix. Non mais là c'était très bien. Voilà, et ça, j'en ai toujours les petits trucs apéro qui se conservent. Ouais, puis de toute façon, surtout c'était convivial. Moi je voulais revoir mes amis que j'avais jamais eu l'occasion de voir parce qu'on se connaît que sur Facebook, quasiment. Donc, c'est la vie sociale, je vois. oui, bah, c'est-à-dire que eux ils sont parisiens, moi je suis angevin, donc voilà, forcément. Donc vous croisez à Lyon. Mais voilà, donc on se croise à Lyon, exactement. Non, parce que cette année ils sont à Lyon tous les deux, mais avant ils n'étaient pas. On va peut-être commencer, pendant que les derniers se servent, je vais présenter un petit peu le lieu. Donc bienvenue au Simone. Je vois beaucoup de têtes nouvelles, donc je pense que voilà, c'est peut-être la première fois que vous venez. Donc le Simone, c'est un café associatif et également un espace de coworking qui est à côté. Donc où des gens travaillent, viennent, payent un forfait pour venir travailler, souvent voilà, en indépendant. Donc nous, notre café, notre vocation, c'est un café qui a été ouvert par une association qui s'appelle les Alternatives Catholiques, et on se forme à des sujets très variés qui ont trait à la politique au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la vie de la cité, avec un regard chrétien. Et on essaye de comprendre voilà, comment fonctionne le monde pour pouvoir ensuite s'y engager comme chrétien. Donc là, on est au terme de notre atelier économie. Donc on a déjà eu une séance sur Karl Polanyi, une séance sur le management à l'ère néolibérale, et puis la semaine dernière c'était sur l'économie collaborative. Donc c'était 3 séances passionnantes. Si vous les avez ratées, c'est pas grave, on a tout filmé. C'est sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir via notre page Facebook ou notre site web. Que dire d'autre? Enfin, voilà, donc bienvenue. Et en fait, voilà, ça fait 1 an, oui, on fête nos 1 an samedi soir, on a ouvert il y a 1 an le café. Donc n'hésitez pas à venir à partir de 18 h et jusqu'au bout de la nuit, c'est la soirée du premier anniversaire du Simone. Donc nous allons maintenant écouter Baptiste Milondo et David Kella, qui vont se présenter chacun et puis qui vont nous parler du revenu de base. Et j'espère que ce sera animé et dans la bienveillance et le respect bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions après leur intervention. C'est parti? Oui. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi je suis Baptiste Milondo. Donc, pour me présenter brièvement, je suis enseignant en économie sur Lyon, essentiellement. Et donc ça fait quelques années que je planche sur ces histoires de revenus inconditionnels. Donc moi je ne parle pas de revenus de base, je parle de revenus inconditionnels. Alors techniquement revenus inconditionnels suffisants de citoyenneté, si je devais tout décliner. Et puis je planche également alors, sur la critique de la valeur travail, sur la critique de la société de consommation et sur la critique de la croissance. Donc je me range parmi les décroissants ou objecteurs de croissance. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Alors du coup, tu te présentes après, David ou... Comme vous voulez. Moi, oui, pourquoi pas, je me présente aussi alors. Donc je suis David Kella, je suis maître de conférence, donc ça veut dire enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Voilà, je suis aussi membre du collectif des économistes atterrés,
hein, qui publie quelques livres. À ce moment-là, j'ai travaillé un peu sur, mais c'est pas du tout mon sujet de prédilection de base, enfin la question effectivement du revenu universel, salaire, enfin revenu inconditionnel, je sais que c'est comme ça que Baptiste l'appelle. Et autres appellations, revenu de base, etc. Il y a de très nombreuses appellations. Mais bon, j'ai surtout, là, dernièrement, écrit un livre sur l'Union européenne, qui s'appelle La fin de l'Union européenne, ou coécrit avec Aurélie Delhomme. Voilà, c'est publié chez Michalon depuis le 5 janvier dernier, donc je fais un peu de pub, je ne l'ai pas apporté là, j'ai oublié. Voilà. Mais si les questions européennes vous intéressent, c'est très bien à lire. Et voilà, je suis plutôt là pour apporter en quelque sorte la contradiction, hein, puisque c'est un débat. Voilà. Alors du coup, je commence par présenter ce que j'entends par revenu inconditionnel, puis après on pourra enchaîner la discussion. Donc dans un premier temps, je vais présenter ma proposition dans le détail pour essayer de clarifier un peu, parce que c'est vrai que quand on parle de revenu inconditionnel, revenu universel, revenu de base, etc., David vient d'en parler, il y a différentes propositions qui sont avancées, différentes versions avec des formes concrètes qui sont différentes, avec des montants qui vont être différents, des fondements qui vont être différents, des objectifs qui vont être différents, des impacts économiques et sociaux qui vont être différents également. Donc il est important de savoir de quoi on parle du coup au début pour pouvoir se situer par rapport à telle ou telle proposition. Donc je vais vous présenter ma proposition un peu plus en détail. Ensuite, je présenterai également ma position par rapport au revenu inconditionnel. Et puis, je conclurai en complétant ma proposition, donc au-delà du revenu inconditionnel. Alors déjà, pour préciser ma proposition de revenu inconditionnel, donc moi je défends un revenu inconditionnel de gauche, d'une gauche que je qualifierais de reconnaissante. Alors j'aurai l'occasion de préciser, enfin de justifier ce qualificatif par la suite. Donc revenu inconditionnel de gauche, donc dans revenu inconditionnel il y a revenu, donc je défends une prestation monétaire. Alors une partie devant être versée dans mon optique en monnaie nationale, une autre partie devant être versée en monnaie locale complémentaire. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, je vois quelques personnes qui opinent, donc voilà. Ici, vous allez bientôt accepter la gonette. Très bien. Donc, un revenu, prestation monétaire, inconditionnel comme son nom l'indique, doublement inconditionnel même, c'est-à-dire sans condition et sans contrepartie, à la fois sans condition et sans contrepartie. Quand je dis sans condition, ça veut dire sans condition d'âge, ce qui veut dire que le revenu inconditionnel est versé de la naissance à la mort, sans condition de situation familiale, donc le revenu inconditionnel est versé à titre individuel, sans condition de ressources ou d'absence de ressources, donc le revenu inconditionnel est cumulable avec d'autres sources de revenus. La seule condition que je retiens finalement, c'est la résidence. Donc de mon point de vue, le revenu inconditionnel doit être versé à tous les résidents et uniquement aux résidents. Alors je précise résidence, il ne s'agit pas du tout de nationalité. Donc pour moi, la nationalité ne doit pas être un critère. La résidence suffit. Donc sans condition, sans contrepartie. Ensuite, sans contrepartie pour éviter 3 dérives que l'on trouve, que l'on peut trouver dans les sociétés laborieuses, donc les sociétés organisées autour de la valeur travail, centrées sur l'emploi. 3 dérives. La première étant le travail d'intérêt général contraint, qu'on voit réapparaître dans certaines propositions autour du RSA, donc l'idée de verser un RSA à condition que les bénéficiaires réalisent un travail d'intérêt général quelques heures par semaine. Donc là, le revenu inconditionnel, dans mon optique, est versé sans contrepartie. Il n'est pas nécessaire de demander la réalisation d'un travail d'intérêt général contraint. Deuxième dérive possible, le devoir d'emploi avec toutes les procédures d'offre raisonnable d'emploi. Donc l'idée qu'on va pouvoir bénéficier d'un revenu de substitution à condition de s'engager dans une démarche de recherche active d'emploi, et si on refuse une offre, 2 offres, 3 offres raisonnables d'emploi, eh ben on se fait couper les vivres. On n'a plus droit à rien. Donc là, évidemment, le revenu inconditionnel est versé sans contrepartie. Il n'y a pas cette logique de devoir d'emploi, il n'y a pas cette logique d'offre raisonnable d'emploi. Enfin, troisième dérive, le tititainment, donc l'idée que le revenu serait versé à condition que les bénéficiaires s'engagent à se retirer impérativement du marché du travail. Donc tititainment qui renvoie à la logique de la société des 2/10. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série Tripalium qui est passée sur Arte l'année dernière et qui mettait en scène une société qui arrive, grâce à des gains de productivité, à produire suffisamment
pour, disons, la majorité, avec très peu de force de travail. En gros, 20% de la population suffit à produire ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de la majorité de la population. La question qui se pose dans ces cas-là, c'est que faire des 80% restants? Que faire des surnuméraires? Eh bien, une option, c'est on verse un revenu, enfin, en gros, du pain et des jeux, Tititainment, du pain et des jeux, et vous vous retirez du marché du travail, vous retirez en fait de la vie publique, de la vie collective, puisqu'on vous a garanti de quoi survivre, et donc vous arrêtez de nous embêter. Donc évidemment, le revenu inconditionnel, versé sans contrepartie, ne s'accompagne pas de ce type d'exigence. Donc, revenu inconditionnel, doublement inconditionnel, suffisant. Ensuite, autre critère de définition du revenu tel qu'il peut être défendu à gauche. Suffisant, alors je dis à gauche, généralement, un des critères distinctifs entre les propositions de droite et les propositions de gauche, c'est le montant. Donc dans les propositions de droite, généralement, le montant est insuffisant, volontairement insuffisant dans les propositions les plus libérales. Dans les propositions de gauche, à l'inverse, on tient à ce qu'il soit suffisant. Qu'est-ce que j'entends par suffisant? C'est triplement insuffisant, c'est triplement suffisant, pardon. Suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion et suffisant pour échapper à l'exploitation. Alors quand je dis suffisant pour échapper à la pauvreté, ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel doit être au moins égal au seuil de pauvreté. Au moins égal au seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en France aujourd'hui, donc 60% du revenu médian, si on prend le seuil le plus élevé, ça revient à 1 000 € à peu près, c'est 1 008 € exactement. 1 000 €, on arrondit, pour une personne majeure. Et du coup, quelque chose comme 250-300 € pour un mineur. Suffisant donc pour échapper à la pauvreté dans sa définition monétaire. Suffisant ensuite pour échapper à l'exclusion. Là, l'idée c'est que le revenu inconditionnel doit permettre d'accéder aux biens et services essentiels, entendus comme biens et services essentiels à la participation active à la société. Si nous souhaitons participer activement à la société, nous avons besoin d'un revenu, nous avons besoin de pouvoir vivre comme les autres pour ne pas être exclus, etc. Donc suffisant pour échapper à l'exclusion. Et puis dernier point, suffisant pour échapper à l'exploitation. Là, l'idée, c'est que le revenu inconditionnel doit permettre de refuser un emploi, donc un emploi dont on jugerait les conditions de rémunération insatisfaisantes, les conditions d'embauche insatisfaisantes, les conditions de travail insatisfaisantes, ou de manière générale, le contenu insatisfaisant. Donc c'est ce revenu suffisant qui doit permettre notamment de refuser ce que David Graeber appelle les bullshit jobs. Les bullshit jobs, alors il distingue 3 formes de bullshit jobs. Les bullshit jobs qui n'ont pas de sens. Donc tous ceux qui réalisent un emploi, alors ils visent notamment les cadres qui sont victimes de bore-out, donc tous ceux qui ont un emploi et qui ne perçoivent pas le sens de leur emploi. Donc tous ceux qui ont un emploi et pire encore, savent pertinemment que leur emploi n'a pas de sens. Tous ceux ensuite qui ont un emploi à plein temps alors qu'ils sont persuadés qu'ils pourraient réaliser les mêmes tâches en beaucoup moins de temps, et qui du coup passent trop de temps dans l'emploi. Et puis enfin, le dernier type de bullshit job selon David Graeber, tous ceux qui ont un emploi qui n'existe que parce que les autres bossent trop et qu'ils n'ont pas du coup le temps de faire eux-mêmes des choses qu'ils pourraient faire eux-mêmes. Donc le revenu inconditionnel suffisant permettant d'échapper à l'exploitation doit permettre d'échapper à ce type de bullshit job. Il doit aussi permettre d'échapper à ce que, alors deux auteurs qui viennent de sortir un livre, appelle les boulots de merde. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre de Julien Brigaut et Olivier Siran, donc Les boulots de merde, où ils expliquent qu'il y a aussi des boulots qui, alors on pourrait appeler ça ils parlent de trimards, donc de turbins. En gros, il existe des boulots qui sont particulièrement pénibles, qui sont signes d'exploitation, et malheureusement, les gens qui s'y livrent n'ont d'autre choix que de s'y livrer. Un revenu suffisant permettrait de refuser ce type d'emploi. Donc refuser un emploi, refuser donc toute la logique de la turbine à turbin qui nous conduit aujourd'hui à produire des emplois à l'appel, quelle que soit la qualité de ces emplois. Refuser de l'emploi, même de manière générale, refuser l'emploi, dans le sens de le revenu suffisant doit permettre de se passer durablement d'emploi, et donc permettre de légitimer d'autres modes d'activité que l'emploi. Donc se dire qu'il est possible de s'activer hors de l'emploi, et ça doit être reconnu par la société, et ça doit être encouragé même par la société. Donc refuser un emploi, refuser l'emploi, et développer des activités autonomes au sens d'André Gortz. Donc voilà, pour les grandes lignes du revenu inconditionnel tel que je le défends, 2 questions restent en suspens.
Pourquoi, et dans le pourquoi, il y a le au nom de quoi et le pourquoi faire, la question du fondement et la question de l'objectif. Donc je commence par la question du fondement. Au nom de quoi défendre ce revenu inconditionnel? De mon point de vue, au nom de la contribution de tous à l'enrichissement collectif. Donc mon raisonnement, c'est que il existe, hors de l'emploi, des tas d'activités qui sont utiles à la société, donc qui sont utiles socialement et qui ne sont aujourd'hui pas reconnues. Donc ma réflexion, c'est qu'il faudrait reconnaître ces activités, il faudrait les subventionner, donc donner la possibilité de poursuivre ces activités et en les subventionnant, du coup, les reconnaître qu'effectivement ces activités sont utiles, reconnaître que les personnes qui les réalisent contribuent à l'enrichissement collectif. Donc voilà le fondement que j'utilise. En gros, le travail ne se limite pas à l'emploi, le travail au sens de contribution sociale ne se limite pas à l'emploi. Aujourd'hui, nous avons tendance à limiter la rémunération légitime à l'emploi. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des bénévoles dans la société qui concourent à l'enrichissement collectif et j'ai tendance à considérer que nous sommes tous bénévoles dans une grande association qu'on appelle société. Donc, à ce titre-là, il me semble nécessaire de verser un revenu inconditionnel. Alors je précise tout de même qu'il ne s'agit pas de rémunérer ou de rétribuer ou de marchandiser les activités bénévoles, il s'agit juste de les subventionner. Pour être bénévole, il faut pouvoir subvenir de manière satisfaisante à ses besoins, c'est à ça que sert le revenu inconditionnel. Je n'entends pas mettre une valeur sur ces activités bénévoles, je serais bien incapable de l'estimer, c'est de l'inestimable, mais je dis, on peut évaluer les coûts nécessaires pour la poursuite, donner les moyens de poursuivre cette activité. La question de l'objectif pour finir, des objectifs. Alors l'objectif c'est la transformation sociale avec plusieurs sous-objectifs. Alors dans un de mes livres, un de mes premiers livres sur le revenu inconditionnel, j'avais décliné 10 objectifs du revenu inconditionnel, enfin 10 bonnes raisons de militer pour un revenu inconditionnel, là je me limite à 4. Premier objectif, sortir du salariat. Sortir du salariat, alors je fais partie de ceux qui, dans la lignée du mouvement coopératif, réclament l'abolition du salariat. Salariat comme source d'aliénation, de subordination et d'exploitation, même si j'admets que dans le salariat aussi, il y a une protection, donc, qui va avec la protection sociale, etc., qu'il faut conserver. Donc supprimer l'aliénation, la subordination, l'exploitation qui va avec le salariat, sortir du capitalisme ensuite, évidemment, sortir du productivisme, enfin, dans une perspective décroissante, donc tout ce qui accompagne en gros la notion du suffisant. Je disais tout à l'heure, le revenu inconditionnel doit être suffisant, c'est un des grands mérites du revenu inconditionnel que de poser cette question du suffisant. Dans une société de croissance, on ne se pose jamais la question du suffisant. Dans une société de croissance, on veut toujours plus. Jamais on se pose la question du assez, du suffisant. Et c'est cette question, enfin si on refuse de se poser cette question du suffisant, on est condamné à ne jamais avoir assez. Quand on veut toujours plus, on n'a jamais assez, et on ne peut pas atteindre l'abondance. Donc cette question du suffisant permet à mon sens de sortir aussi du productivisme, et ça me semble être la condition de l'abondance. Et puis dernier objectif, développer le pouvoir d'agir, développer le pouvoir d'agir des citoyens, des habitants, en donnant la possibilité notamment du dissensus par rapport à cet impératif de croissance qui pèse sur nous aujourd'hui et j'allais dire de travail, de suremploi qui pèse sur nous aujourd'hui. Donc voilà pour ma proposition. Ensuite, ma position par rapport au revenu inconditionnel. Ce que je dis souvent, c'est, donc après avoir fait cette présentation du revenu inconditionnel, je précise que je ne suis pas un inconditionnel du revenu inconditionnel. Je ne suis pas un inconditionnel du revenu inconditionnel dans le sens où je défends le revenu inconditionnel sans illusion et je ne veux pas d'un revenu inconditionnel à tout prix. Alors je précise, je défends un revenu inconditionnel sans illusion. Alors c'est mon côté pessimiste qui peut ressortir. Je ne pense pas que nous parviendrons à mettre en place un revenu inconditionnel tel que je le défends dans un futur proche. Pas même à l'issue des prochaines présidentielles ou des prochaines législatives, compte tenu de la proposition qui est aujourd'hui défendue par le dernier candidat qui défend une forme de revenu universel et qui ne correspond pas à ce que je viens de vous détailler. En plus, il ne sera pas élu. On ne sait pas. Donc je le défends sans illusion, mais je le défends
avec enthousiasme malgré tout, parce que je suis convaincu que c'est une proposition audacieuse, une proposition désirable, et parce qu'elle est désirable, elle est mobilisatrice. C'est impressionnant de voir à quel point cette idée arrive à mobiliser des gens aujourd'hui. Alors, je pense notamment au Mouvement français pour le revenu de base. Je ne suis pas membre du Mouvement français pour le revenu de base, mais je constate partout où je vais qu'il y a des membres du Mouvement français pour le revenu de base qui militent activement pour ce revenu inconditionnel, pour lesquels, la plupart du temps, c'est la première expérience de politisation et de militantisme. Donc je me dis, voilà, c'est une idée, curieusement, qui séduit, qui est désirable et qui mobilise. Donc une proposition audacieuse, mobilisatrice, une proposition qui concrètement changerait la vie. Imaginez qu'on mette en place un revenu inconditionnel tel que je viens de vous le présenter, ça change la vie, concrètement, ça change la vie. Et rares sont les propositions qui changent la vie à ce point. Et c'est une proposition en plus qui me semble stimulante, dans le sens où, quand on parle de revenu inconditionnel, systématiquement, il y a une multitude de questions qui sont soulevées, et le revenu inconditionnel me semble une proposition riche des débats qu'elle soulève. Ça me semble soulever des questions qu'on oublie systématiquement. J'imagine que toutes ces questions ressortiront dans le débat ce soir. Donc je le défends sans illusion. Je le défends aussi, alors sans tomber dans le fétichisme de la mesure. Donc je ne défends pas un revenu inconditionnel à tout prix. Certains défenseurs du revenu de base disent par exemple je veux un revenu inconditionnel, à la limite quel que soit le montant, même si c'est un revenu inconditionnel de 1 €, eh ben je prends. Je prends parce que ce sera la première marche avant peut-être un jour d'avoir un revenu inconditionnel suffisant. Moi je ne suis pas de cela, je ne veux pas d'un revenu inconditionnel à tout prix, je ne veux pas d'un revenu inconditionnel au rabais. Donc pas un revenu inconditionnel à tout prix. Ensuite, je ne veux pas non plus d'un revenu inconditionnel sinon rien. Donc ce qui me conduirait à perdre de vue le projet politique que j'ai esquissé, donc sorti du capitalisme, sorti du salariat, sorti du productivisme, etc. À mon sens, le revenu inconditionnel est une mesure qui permettrait de concrétiser ce projet politique. Mais je ne suis pas hostile à d'autres propositions qui pourraient également concrétiser ce projet politique. Pour le moment, je n'en vois pas d'autres qui me semblent satisfaisantes ou qui permettraient d'exclure le revenu inconditionnel comme proposition. Mais si une proposition ressort, je suis évidemment preneur. Et puis, dernier point, je ne veux pas d'un revenu inconditionnel et c'est tout. Là aussi, ce qui me ferait tomber dans une logique de pensée magique avec l'idée que mettre en place un revenu inconditionnel, ce serait la fin du politique. Ce serait régler l'ensemble de la question sociale, ce qui me semble tout à fait impossible. Donc pas un revenu inconditionnel et c'est tout. Pensée magique, fétichisme de la mesure, dans lequel peuvent tomber également certains défenseurs du revenu inconditionnel, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a un revenu inconditionnel en tête, on se promène dans la rue et on se dit, on voit tous les changements qu'impliquerait un revenu inconditionnel. Et on finit par se dire, en fait, s'il y avait un revenu inconditionnel, ça n'existerait plus, ça n'existerait plus, etc. Puis on se dit, en fait, tout serait réglé. Non, tout ne serait pas réglé. Le combat politique ne s'arrêterait évidemment pas. Le revenu inconditionnel, quand bien même serait-il d'un montant suffisant, ne peut pas suffire. Donc, mon troisième temps, puisque le revenu inconditionnel ne peut pas suffire, il faut impérativement l'accompagner de mesures complémentaires. Alors je dis mesures complémentaires, mais à la limite, revenu inconditionnel ou pas, c'est les mesures que je vais vous esquisser me sembleraient de toute façon indispensables. Première mesure, alors la liste n'est pas exhaustive, je vous présente juste les mesures sur lesquelles j'ai pu travailler avec d'autres collègues décroissants. Première mesure, étendre le champ de la gratuité. Donc étendre le champ de la gratuité contre le marché. Alors je pense notamment à mes collègues qui ont écrit un livre dans les mêmes éditions que moi sur la dotation inconditionnelle d'autonomie, la DIA. Il s'agit d'étendre le champ de la gratuité en reconnaissant un droit d'accès à certaines ressources qu'on estime collectives, qu'il faut entrer dans le champ des communs. Donc gratuité par mutualisation des coûts, d'un côté, et puis aussi gratuité par développement de l'entraide. Donc dans le champ de l'économie sociale et solidaire, de manière formelle ou informelle, développer le faire soi-même, développer le faire pour les autres, développer le faire avec les autres. Donc extension du champ de la gratuité. Ensuite, deuxième type de proposition, faire reculer l'emploi dans la société et dans nos vies, avec une réduction du temps de travail qui doit impérativement s'accompagner de la reconnaissance d'un droit inconditionnel au temps partiel choisi. Donc je suis tout à fait favorable à une nouvelle RTT, mais je suis conscient aussi qu'une RTT se limiterait nécessairement, alors dans les propositions actuelles, à 32 heures par semaine, voire à 28 pour les propositions les plus ambitieuses. Et je fais partie de ceux qui considèrent qu'un week-end digne de ce nom doit au moins comporter 4 jours.
Du coup, 28 heures, évidemment, ça me semble beaucoup trop. 6 jours, ça serait mieux. Ouais, non. Le sens de la mesure. Donc, la RTT ne me semble pas suffisante. Elle me semble nécessaire, évidemment. Elle me devrait être accompagnée en plus d'un plafonnement bien plus strict des heures supplémentaires, dans une logique de décroissance également, enfin de lutte contre la compétition positionnelle. Mais par ailleurs, elle doit s'accompagner d'un droit inconditionnel au temps partiel choisi pour tous les amoureux du temps libéré. Donc proposition que je défends, que j'ai défendue avec deux collègues dans un livre qui s'appelle Non au temps plein subi. On a créé, pour appuyer notre proposition, un collectif qu'on appelle la coopérative d'inactivité qui vise à défendre ce droit inconditionnel au temps libéré. Ensuite, autre type de proposition, la critique de la propriété. Alors du coup, je rejoins totalement les propositions du réseau salariat qui défendent le salaire à vie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc les propositions du réseau salariat organisées autour notamment de Bernard Friot. Alors je ne m'aligne pas sur la proposition de salaire à vie, hein, évidemment, il y a des menus différences. Par contre, je les rejoins totalement sur la question de la critique de la propriété, notamment une critique de la propriété lucrative. Critique de la propriété lucrative, défense de la propriété d'usage. En gros, ça renvoie aussi à une autre distinction faite au XIXe siècle par Proudhon entre la propriété et la possession. Donc défense de la possession, par contre critique de la propriété. Donc critique de la propriété lucrative, défense de la propriété d'usage. En gros, ça se traduirait concrètement, alors tel que je le défends, par la défense d'une forme de coopérativisation de la société, à la fois du côté des entreprises. Soutenons les SCOP, soutenons les SIC, soutenons les CAE. Les SCOP, les sociétés coopératives et participatives, soutenons les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, soutenons les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi. Soutenons ces formes de coopératives de propriété des entreprises parce qu'elles permettent notamment de lutter contre la rémunération du capital qui entraîne une concentration du capital. Lutter contre la rémunération du capital, dans les coopératives, les dividendes sont strictement encadrés, strictement limités, et viennent nécessairement après le reste, après les réserves impartageables, après l'investissement dans l'entreprise, après la rémunération du travail. Donc, réduction de la rémunération du capital, interdiction de la rente, et puis par ailleurs, interdiction de la plus-value. Quand vous investissez dans une coopérative, vous revendez vos parts sociales, vous obtenez uniquement le prix nominal de ces parts sociales, la valeur nominale de ces parts sociales. Pas de plus-value possible, pas de spéculation possible. Donc ça, ce serait pour les entreprises. Pour l'immobilier, on peut également imaginer une coopérativisation de la société. Les coopératives d'habitants reprennent exactement les mêmes principes que pour les coopératives des entreprises et l'appliquent à l'immobilier. Pas de possibilité de spéculation, pas de possibilité de plus-value, pas de possibilité de rente par la mise en location. Ça me semblerait être un coup assez fort porté à la propriété dans une logique de défense des communs, et même plus encore que de défense, d'offensive des communs, dans la lignée des travaux de Dardot et Lavanne, qui ont publié récemment un livre sur cette question. Enfin, réduction des inégalités, autre type de mesure qui devrait immanquablement accompagner le revenu inconditionnel tel que je le défends, réduction des inégalités. Alors généralement, quand je présente le revenu inconditionnel tel que je le défends, la plupart des critiques à gauche consistent à dire... une partie des critiques à gauche consiste à dire c'est bien joli tout ça, mais il est impossible de le financer. Si vous voulez financer ça, il va falloir à un moment ou à un autre couper dans la protection sociale. Donc en gros, ça c'est la question de l'impact économique et social du revenu inconditionnel de gauche. Quel est l'impact sur la protection sociale? Quel est l'impact sur les services publics? Quel est l'impact sur le droit du travail? Et quel est l'impact sur les inégalités? L'impact sur la protection sociale, de mon point de vue, alors je ne touche pas à la protection sociale, la seule chose que je supprime, enfin les seules choses que je supprime, c'est le RSA, parce que le revenu inconditionnel est d'un montant supérieur et remplace parfaitement le RSA. Le RSA ne me semble pas être une bonne mesure aujourd'hui, c'est stigmatisant, c'est excluant, c'est humiliant pour les bénéficiaires, et le montant est ridiculement faible. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi, le montant du RSA a été augmenté de quelques pourcents au 1er avril, mais ça reste dérisoire comme montant. On n'est clairement pas à la hauteur des enjeux. Donc le RSA, dans mon optique, serait remplacé par un revenu inconditionnel. Les allocations familiales seraient évidemment remplacées par le revenu inconditionnel, puisque le revenu inconditionnel est versé dès la naissance. Et puis j'ai tendance aussi à supprimer les allocations au logement.
Non pas parce que le revenu inconditionnel s'y substitue, mais parce que les allocations logement ont tendance à subventionner les propriétaires. Donc plutôt que de subventionner les propriétaires, j'aurais tendance à préconiser à minima un plafonnement strict des loyers, bien plus bas que ce qui est le cas aujourd'hui, et puis, dans l'idéal, une généralisation des coopératives d'habitants qui permettent de garantir la quasi-gratuité du logement. Mais tout le reste, je conserve dans la protection sociale. Tout le reste, je conserve. Ensuite, au niveau des services publics, une crainte possible serait de dire, et effectivement, à droite, il y a certaines propositions libérales, très libérales, qui disent on va proposer un montant relativement élevé, mais puisqu'on a tous ce montant relativement élevé, on supprime le service public. Donc plus d'écoles gratuites, tous nos services publics gratuits, puisqu'on a un revenu qui est relativement élevé, maintenant il faudra payer. Évidemment, ça n'est pas l'optique des défenseurs du revenu inconditionnel de gauche. Nous conservons le service public et nous avons même tendance à dire qu'il faudrait l'étendre. Donc quand je parle d'extension du champ de la gratuité, c'est aussi étendre le champ des services publics. Au niveau du droit du travail, même chose. Alors je ne touche pas au droit du travail si ce n'est pour ajouter la RTT, une RTT supplémentaire et le droit inconditionnel au temps partiel choisi. À droite, à l'inverse, il y a des propositions qui accompagnent le revenu inconditionnel du suppression du SMIC, par exemple. Donc je ne touche pas à la protection sociale, je ne touche pas au service public, je ne touche pas au droit du travail. Alors que reste-t-il à sacrifier pour pouvoir financer un revenu inconditionnel suffisant? Je dirais les inégalités. Donc moi, ma proposition, c'est effectivement de garantir à tous un revenu suffisant en réduisant fortement les écarts de rémunération, les écarts de revenus dans notre société. Et pour cela, il me semble indispensable également de combiner revenu inconditionnel suffisant et revenu maximum suffisant. Donc c'est tout l'intérêt de cette notion du suffisant que de permettre de définir ces deux niveaux, à la fois un plancher et un plafond. Si je demande ce que c'est suffisant, il y a deux manières de le définir. On peut dire suffisant, c'est ce qui n'est pas assez, et aussi suffisant, c'est ce qui est juste avant trop. Suffisant, c'est ce qui est juste au-dessus du pas assez, plutôt. Et suffisant, c'est ce qui est juste avant trop également. Et donc, du coup, ce suffisant, situé entre le assez et le trop, permet de définir une amplitude d'inégalité qu'on juge soutenable dans la société. Et donc, de ce point de vue-là, le revenu inconditionnel suffisant appelle clairement un revenu maximum suffisant. Et là aussi, j'ai tendance à m'aligner sur les propositions du réseau salariat, à savoir un rapport de 1 à 4 entre le revenu le plus faible dans la société et le revenu le plus élevé dans la société. 1 à 4, donc le réseau salariat défend cette proposition. C'est également les écarts de rémunération qu'on trouve généralement dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Et moi, j'ai tendance à considérer que l'économie sociale et solidaire mériterait d'être généralisée. Ces valeurs mériteraient d'être généralisées. Et je ne développe pas les différentes justifications qu'on peut amener à l'appui du revenu maximum. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir dans la discussion. Et l'ensemble de ces propositions, à mon sens, me semble concourir. Alors même si évidemment ça n'est pas suffisant, ça n'est toujours pas suffisant, on pourrait, là je n'ai pas la prétention de faire un programme politique complet, mais l'ensemble de ces propositions me semble participer d'un programme cohérent qui permettrait de concrétiser les objectifs que je présentais dans la première partie de mon intervention et que j'assignais au revenu inconditionnel, à savoir la sortie du salariat, la sortie du capitalisme et la sortie du productivisme. Je m'arrête là. Bien, merci. Alors, je connaissais un peu vos travaux, Baptiste, parce que j'avais lu votre premier livre, qui est en ligne d'ailleurs, sur le site internet du Mouvement français pour un revenu de base. Ah. Eh oui, en PDF. Le tout premier. Je l'apprends. Donc je l'avais lu. Et puis vous avez vu le débat. Il y a un débat sur arrêt sur image avec Bernard Friot et Baptiste Milando aussi. Et Michel Husson. Et Michel Husson, mais oui, mais lui il disait rien. Et donc voilà. Et alors, je vais quand même peut-être commencer par. Je me suis déjà présenté tout à l'heure, mais essayer d'expliquer pourquoi je suis venu à m'intéresser à la question du revenu universel, enfin revenu de base, etc. Bon, je vais parler de revenu universel pour simplifier, parce que c'est un terme générique. Maintenant, parce que je fais partie du collectif des économistes atterrés, qui est un collectif d'économistes, chercheurs, universitaires en général, ou des gens qui travaillent dans le monde académique. Et c'est important parce qu'il y a aussi ATTAC, il y a d'autres associations plus citoyennes, on va dire. Nous, on n'est pas très citoyens, c'est vraiment des académiques de gauche, oui, faut le dire, plus ou moins, et on s'est constitués pour critiquer le modèle libéral et notamment le retour de la rigueur en 2011 à l'échelle européenne. Et en fait,
À travers cette association, eh bien, on est amené à intervenir en tant qu'économiste atterré. Les gens nous contactent sur notre mail et puis on fait des interventions, on le fait gratuitement. Bien sûr, il faut qu'on nous paye le transport et l'hébergement, hein, évidemment. Hein, mais voilà. Et donc on est sollicité par les gens pour apporter un éclairage d'économiste sur un certain nombre de questions. Et en fait, ce qui s'est passé, Baptiste l'a un peu dit, c'est qu'il y a 4 ans, eh bien, une association s'est créée, le Mouvement français pour un revenu de base, qui est très très dynamique, qui a énormément de membres. Ce matin encore, j'étais en train de débattre avec le représentant angevin du Mouvement français pour un revenu de base sur une proposition qui est différente de celle de Baptiste, mais qui a mis sur le devant de la scène, ils ont eu une activité de lobbying très forte auprès de tous les politiques, et cela a entraîné des questions, des interrogations, et donc nous, on a été amenés à s'intéresser à la question du revenu universel. Mais alors, autant vous dire que dans le milieu académique, cette question, elle n'était pas du tout étudiée, enfin, en tout cas pas par les gens spécialistes des systèmes sociaux, etc. Donc, vous voyez, la réaction des économistes, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? On ne savait pas quoi dire. Alors, on a quelqu'un, Jean-Marie Haribé, l'un d'entre nous, qui avait un peu travaillé sur cette question-là, parce que lui, il faisait ça depuis longtemps, intervenir dans les conférences. On s'est constitué, puis on a essayé de réfléchir ensemble, d'écrire des textes, alors ensemble, séparément, etc. Il y a un livre très récent, là, qui est paru le 30 mars, oui, il y a 4 jours, la semaine dernière, sur le revenu universel, signé par des économistes atterrés et des membres de la Fondation Copernic. Et puis en novembre, j'ai écrit un petit chapitre de livre dans Sortir de l'impasse, un livre qui s'appelle Sortir de l'impasse sur le revenu universel, et Henri Sterdignac, un économiste assez connu, il a complété sur les questions du financement. Et voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand on a commencé à étudier le truc, on a tous finalement été d'accord pour dire que c'est pas un projet valide. Voilà. Et donc maintenant, alors on est un peu les oiseaux de mauvais augure, ce qui n'est pas vraiment notre rôle, parce qu'on est censé être des économistes de gauche, mais malheureusement, on est là pour casser les illusions, expliquer que non, ça marche pas, que non, c'est pas une bonne idée, et que les gens perdent un peu leur temps en pensant que ces revenus universels vont changer la société. Et alors je préfère dire en introduction ce que je pense, et maintenant je vais en venir sur la question de la démonstration. Et pourquoi est-ce que nous sommes assez critiques, les économistes atterrés, sur cette question-là? D'abord, je vais commencer par une parabole, une petite histoire. Imaginez, parce qu'on a eu beaucoup aussi ces questions sur la question des retraites. Imaginez que vous donniez à tout le monde 1 milliard d'euros. Voilà, on nous propose un revenu universel, un revenu inconditionnel de 1008 euros, le seuil de pauvreté. Écoutez, moi je vous dis, je suis encore plus gentil, je vous donne 1 milliard d'euros à tout le monde. C'est moins décroissant, ça. Alors, oui, mais non, mais si, c'est décroissant, parce que je vais vous expliquer ce qui va se passer. Parce que si moi je touche 1 milliard d'euros, si vous touchez 1 milliard d'euros, la première chose que vous faites, c'est que vous arrêtez de travailler. Donc, personne travaille. Mais si personne travaille, à qui on va dépenser cet argent, ces milliards d'euros? Comprenez bien que le milliard d'euros n'a d'intérêt que si en face on peut acheter quelque chose avec cet argent. Et donc si personne veut travailler, eh bien il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que l'argent n'est pas de la richesse. Et la richesse n'est de l'argent, l'argent n'est de la richesse que si en face il y a quelque chose qui s'appelle la sphère marchande, dans laquelle on peut vendre des choses. Je prends exprès un exemple caricatural, mais parce que, en fait, au fond, ce qui n'est pas abordé et ce qu'on squeeze comme débat, c'est la question de la nature de la richesse et la nature du travail. Alors, je vais revenir sur ce que c'est que la richesse. La richesse, c'est ce qu'on appelle en économie la sphère réelle, c'est-à-dire l'ensemble des biens et des services dont on peut disposer. Il y a en fait 3 formes de richesse. Il y a tout d'abord la richesse non monétaire. La richesse non monétaire, c'est la richesse qui ne donne lieu à aucune transaction monétaire. C'est par exemple le fait de faire le ménage chez soi, ou le fait de faire du bénévolat, ou le fait de faire le ménage chez soi, ou de faire pousser une tomate dans son jardin. Tout cela, en fait, ne donne lieu à aucune transaction monétaire, et c'est une forme de richesse qui n'est jamais comptabilisée, mais qui existe, et qui explique que parfois des pays dans lesquels les gens ils ont 1 euro par jour pour vivre, et bien en fait ils vivent. Parce qu'ils peuvent manger, ils ont de l'autoconsommation, et donc ils peuvent cultiver leur jardin, etc. Et donc on a une forme de richesse cachée, pas évaluée par le PIB, mais qui existe, qui est importante. Puis ensuite on a la richesse monétaire. Alors la richesse monétaire se divise elle-même en 2 catégories. La richesse monétaire non marchande et la richesse monétaire marchande. La richesse monétaire non marchande, ce sont les services publics.
en gros, ou les services associatifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont payés, donc il y a une transaction monétaire, mais qui ne font pas payer aux personnes à qui ils produisent un service le coût du service. Alors par exemple, nous sommes profs, et en général, comme nous sommes profs, alors ça dépend si on est prof dans une fac privée ou publique, ou une école publique ou privée, mais pour moi qui suis prof dans une école publique, eh bien mes étudiants ne payent pas. Enfin, ils payent des frais d'inscription qui sont très faibles, ils ne payent pas le cours, et j'arrive pas avec, à la fin du cours, voilà, donnez vos taux-dîmes pour que je puisse revenir la semaine prochaine. Donc, parce que je suis payé déjà, hein, donc c'est un travail, mais eux, ils ne payent pas. Alors ce système-là, il est financé par les impôts, hein, par la fiscalité qui finance, c'est-à-dire qu'il y a bien un coût, hein, mais ce coût il est financé par les impôts, mais il n'est pas financé par les personnes qui payent. Et puis enfin, on a la richesse monétaire, marchande, c'est finalement la richesse qui est disponible à l'achat. Et vous voyez, le problème, c'est que donner de l'argent à des gens, ça veut dire finalement ne leur permettre de consommer que de la richesse monétaire marchande. Et c'est là le paradoxe, le premier paradoxe que j'ai envie de dire, c'est que le revenu universel a tendance en fait à ne considérer que la richesse marchande, et j'ai bien entendu que Baptiste dit l'inverse, mais le problème c'est qu'il y a une contradiction, puisque si on dit d'un côté je vais augmenter ce que les gens peuvent acheter en termes de richesse marchande, mais d'un autre côté je vais baisser la richesse marchande produite, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous avez de l'argent, mais vous ne pourrez pas acheter quelque chose avec cet argent, et donc ce revenu ne va pas être le revenu qui était proposé au départ. Donc là, il y a une question qui me semble être importante, c'est qu'en fait, il est très compliqué de dissocier le travail du revenu, et notamment, il est très difficile de dissocier le travail marchand du revenu, parce que le revenu n'a pour aboutissement finalement que la richesse marchande. Et donc une société qui voudrait supprimer le marchand et proposer le non-marchand serait une société de l'impôt universel et non pas du revenu universel, ce qui serait évidemment moins enthousiasmant, et on aurait moins de monde dans la salle, puisque j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de revenu universel, les gens ils trouvent ça super. C'est pas curieux, hein, Baptiste, hein, c'est curieusement, parce que tout à l'heure c'était ça qu'il a dit. Non, les gens ils adorent l'idée du revenu universel, mais ils aiment moins l'idée du travail contraint ou obligatoire ou des choses comme ça. C'est un peu normal. Alors je vais revenir sur la question du rapport au travail, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Tout à l'heure, Baptiste parlait des bullshit jobs et de Graeber. Alors, je suis très content qu'il ait cité Graeber. C'est un anthropologue américain très influent aujourd'hui. Il a écrit un certain nombre de livres. Je vous invite à lire Dead 5000 ans d'histoire, qui est une vraie somme. Mais effectivement, il a aussi écrit un petit article qu'il appelle les bullshit jobs. Alors cet article sur les bullshit jobs, attention, il ne faut pas se méprendre. La définition que vous avez donnée est très bonne, mais vous avez oublié un aspect, c'est que les bullshit jobs sont très bien payés. En fait, c'est des travails inutiles, mais bien payés. Je parlais des cadres. Ouais. Oui, bien sûr, des cadres, oui, mais ce n'est pas dit. C'est pour ça que je préfère le préciser. Parce que certaines personnes confondent les bullshit jobs avec les boulots très mal payés. J'ai vu ça aussi, des gens qui n'ont pas lu Graeber, mais qui ont eu... Donc en fait, non, il ne s'agit pas du travail mal payé. Hein, le travail mal payé, ça serait l'autre. Voilà, les boulots de merde. Voilà. Et les boulots de merde. Voilà. Et donc on peut confondre les deux. Mais c'est pas du tout pareil. Ce que Graeber, l'analyse de Graeber, c'est de dire les bullshit jobs sont justement du travail inutile de type administration, consultant, truc machin, et des gens qui n'ont aucun sens dans leur travail. Alors, c'est des gens qui n'ont aucun sens dans leur travail, mais qui le font quand même. Et ils le font quand même parce qu'ils sont très bien payés. Et c'est là où je ne suis pas sûr que leur donner 1000 euros leur permettra de supprimer. Il va dire, vous gagnez 4000 euros avec ça. Bon, on va vous donner 1000 euros de plus. Est-ce que vous dire, tiens, oui, je veux bien gagner 1000 euros et ne rien faire? Non, vous continuez votre travail à la con, si je puis dire, c'est la traduction, hein, parce que finalement, ça vous permet de dépenser plus. Et puis, vous êtes très content d'avoir plus d'argent. C'est ça le problème. Le piège des bullshit jobs, c'est que les gens, ils sont très bien rémunérés, donc ils veulent le garder. Bon, je reviens. Le travail. Alors, Baptiste a aussi cité André Gortz. Alors, je vais revenir sur André Gortz parce que je pense que c'est très intéressant. C'est d'ailleurs, André Gortz, c'est un philosophe, sociologue du travail, qui est mort récemment et qui a développé le concept de travail autonome ou de travail hétéronome. En fait, ce qu'il constate, c'est que le travail, il vient du marxisme, hein, André Gortz, et il dit le travail, est profondément hétéronome, et c'est ça qui... en fait, ça veut dire aliénant. Hein, c'est-à-dire que le travail est aliénant, il empêche l'autonomie des gens, il empêche l'émancipation, et c'est le cœur de notre problème social aujourd'hui. Et donc il dit, comment peut-on faire pour supprimer le travail hétéronome et développer le travail autonome, c'est-à-dire le travail pour lequel les gens le font pour eux.
Alors en fait, il y a deux sortes de travail hétéronome pour André Gorz. Il y a le travail capitaliste, marchand, ou même dans la fonction publique, hein, où on doit obéir à un chef et où quelque part on est contraint, hein, et on est aliéné par ce type de travail. Et puis il dit il y a même le travail domestique. Même le travail domestique peut être aliénant. Puisque notamment les associations féministes ont traité Gorz. Vous vous rendez compte, quand les femmes elles ont la charge de 80% du travail domestique, les enfants, le ménage, la cuisine, tout ça, ça aussi c'est aliénant. Donc sa question c'est vraiment une part de cette réflexion-là, comment rendre le travail non aliénant. Et ce qu'il disait c'est peut-être la meilleure façon de le rendre non aliénant, c'est de permettre aux gens de le refuser. Et donc pour le refuser, il faudrait donner une allocation, mais qui soit effectivement supérieure au RSA aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, une allocation importante, de manière à ce que des personnes puissent refuser le travail et du coup obliger en quelque sorte changer le système comme ça de l'intérieur par un pouvoir de négociation accru sur les salariés. Alors le problème, c'est que de mon point de vue, cette vision du travail ne peut pas fonctionner. Parce que le travail, j'ai envie de dire, il est malheureusement hétéronome par nature. Alors je vais revenir sur pourquoi je pense que le travail est hétéronome par nature. Il faut réfléchir à une chose. En fait, le principe du on va libérer les gens du travail, ils vont continuer de travailler, ils vont continuer de faire des choses. Hein, c'est l'une des grandes thèses de Bernard Friot du réseau salarié qui dit j'ai jamais autant les retraités, ils travaillent tout le temps, ils gardent leurs petits-enfants, ils font parfois des cours, de l'assistance, ils font du bénévolat dans des associations. Donc il dit, vous voyez, les retraités, ils travaillent. Oui, mais ils travaillent de manière autonome, c'est-à-dire que pour le coup, ils travaillent selon leur bon vouloir et ils produisent de la richesse, qui est une richesse qui va être une richesse non monétaire, hein, donc, parce que bénévole hein, donc non marchande et non monétaire. Le problème, c'est qu'ils ne produisent pas forcément la richesse nécessaire. Alors qu'est-ce que c'est que la richesse nécessaire? Eh bien c'est la richesse nécessaire pour que la société vive et fonctionne correctement. Alors je veux dire par là que, et ça c'est quelque chose de très important, de mon point de vue très sérieux, c'est-à-dire qu'en fait les besoins sociaux ne sont pas déterminés par les gens qui travaillent. Les besoins sociaux sont déterminés par les gens qui ont des besoins sociaux individuels, et que la somme des besoins individuels fait des besoins sociaux. Vous voyez par exemple, aujourd'hui le travail c'est quoi? Par exemple c'est garder les enfants. En bas âge. Alors les grands-parents ils gardent des enfants en bas âge, mais ils gardent leurs petits-enfants, ils ne vont pas garder les petits-enfants des autres. C'est l'éducation. Alors certes ils vont aller faire des cours de soutien scolaire, mais est-ce qu'ils vont corriger 500 copies en amphi? C'est s'occuper des malades, s'occuper des personnes âgées et dépendantes, s'occuper des personnes qui ont Alzheimer par exemple. Et là vous n'avez pas beaucoup de retraités qui viennent arriver et qui disent ah bah tiens moi aujourd'hui j'ai bien envie de m'occuper des personnes qui ont Alzheimer. Donc les besoins sociaux ils sont déterminés par la société en fonction du nombre d'enfants qui ont besoin d'être éduqués, du nombre d'enfants qui ont besoin d'être gardés, du nombre de personnes dépendantes, du nombre de malades. Et si vous comptez sur le bénévolat pour assurer ces fonctions, eh bien vous allez vite être déçu. C'est comme dans une coloc où il faut quelqu'un pour nettoyer la salle de bain, mais si personne ne veut nettoyer la salle de bain, la salle de bain elle reste sale. Donc les besoins sociaux ne sont pas déterminés par les individus qui sont là pour dire ah bah tiens moi je veux bien travailler aujourd'hui parce que j'ai rien à faire. Ils sont déterminés par les besoins de la société et ça c'est hétéronome. Je veux dire par là que ça nous oblige à faire des choses. Il faut bien nettoyer la salle de bain un jour. Il ne faut pas juste attendre que quelqu'un le fasse parce qu'il a la bonne volonté et qu'il a envie de le faire. Et de la même façon qu'il faut bien s'occuper des personnes âgées, il faut bien s'occuper des enfants, il faut bien leur enseigner, il faut effectivement faire énormément de travail. Et ce travail-là, eh bien, il est contraint. Il est contraint par l'état de la société, par le nombre de personnes qui ont des besoins. Et deuxième élément pour lequel le travail est par nature hétéronome, c'est que le travail, il n'existe pas de travail individuel en réalité. D'ailleurs, en passant, là, évidemment, je vous ai tiré un peu l'alarme en parlant des enfants et des personnes âgées, des personnes malades, mais moi je pense qu'une société dans laquelle on ne pourrait pas prendre un verre en terrasse serait une société très triste. Mais pour ça, il faut des serveurs, et les serveurs, c'est aussi du travail hétéronome. Et par ailleurs, les serveurs sont les premiers à vouloir partir en vacances et être servis quand ils sont en vacances. Donc, vous voyez, ça aussi, ça fait partie des besoins fondamentaux, je pense. Hein. Il y a plein de besoins, hein, mais il n'y a pas que... Voilà, il y a des besoins un peu plus larges de sociaux. Et deuxième raison pour laquelle le travail est par nature hétéronome, c'est que le travail se fait toujours dans un cadre collectif. On ne travaille jamais tout seul. Je veux dire, même les profs qui ont l'habitude de travailler tout seuls, ils ont besoin de quelqu'un qui fasse le ménage dans leur classe avant qu'ils puissent venir. Ils ont besoin que la classe soit chauffée. Ils ont besoin qu'un service administratif s'occupe des emplois du temps. Et je veux dire par là que le fait même de travailler en équipe,
veut dire qu'on est obligé de se soumettre à une discipline collective. Et cette discipline collective, eh bien, elle nuit à son autonomie personnelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir des horaires, il faut se lever le matin, et puis voilà. Donc tout ça, évidemment, tout ça construit en fait une forme d'aliénation qui est, c'est ça que je voulais dire, qui est en fait impossible à détacher du travail. Je résume, le travail est hétéronome parce que les besoins du travail sont des besoins sociaux exogènes qu'il faut remplir. Et deuxièmement, parce que toute activité productive, c'est une activité collective qui nécessite de s'entendre avec d'autres. Et s'entendre avec d'autres, ça veut dire des contraintes. Et donc le travail sans contraintes, ça n'existe pas. Alors, voilà, donc en fait, ma critique, elle est de deux ordres, globalement. Elle est d'abord du premier ordre, qui est la définition du travail, et le fait qu'on ne pourra jamais avoir un travail complètement libre, libéré. Et deuxièmement, c'est cette histoire de contradiction qui existe entre vouloir donner de l'argent aux gens et en même temps développer la sphère non marchande ou non monétaire. On ne peut pas avoir une sphère non monétaire qui grandit tout en donnant de la monnaie aux gens. Parce que la monnaie, elle est bien destination, elle est dans la sphère monétaire. Je vais essayer d'expliquer en quoi c'est important de distinguer tout ça. Parce qu'on parle souvent de la question de l'aide sociale. Alors tout à l'heure, Baptiste a parlé du RSA. Il est faible le RSA, mais il n'est pas si faible que ça. Aujourd'hui, le RSA socle, c'est 535 € par mois. 535 € par mois auxquels on peut rajouter les allocations logement. Et quand on rajoute allocations logement, que donc, si j'ai bien compris, Baptiste veut supprimer, eh bien on arrive à 750 € par mois. C'est pas très très loin des 1000 € en réalité. Et ça suffit pas pour vivre correctement. Voilà. Alors, je dis 750, c'est une moyenne, ça peut aller jusqu'à 783 quand on vit en région parisienne, et ça peut descendre à 710 quand on vit dans une région, parce que ça dépend des logements, des landroits. Alors, plus de 200 € quand même, ça fait une grosse différence sur le budget par mois. Plus de 200 oui, je suis d'accord. Oui, à condition que les prix en face soient les mêmes qu'aujourd'hui. Ce qui est une autre question. Donc, en fait, qu'est-ce qui aide aujourd'hui les plus pauvres ? En fait, quand on prend les études de ce que c'est que l'État social aujourd'hui, c'est effectivement des allocations en espèces, c'est-à-dire monétaires, qui sont versées, type RSA. Mais vous savez que l'essentiel des allocations en espèces versées aux gens, le RSA, c'est rien du tout. Ce qui est le plus important, ce sont les retraites. C'est ça, les allocations en espèces, c'est le plus important. Mais l'État, il aide aussi à lutter contre la pauvreté, essentiellement à partir d'une autre chose, qui sont les services publics. L'INSEE a calculé il y a quelques années déjà, mais je pense que les chiffres sont un peu toujours les mêmes aujourd'hui, qu'est-ce qui participait le mieux à réduire les inégalités ? Est-ce que c'était les allocations en espèces ou est-ce que c'était les allocations en nature, qui sont les services publics ? Eh bien, en réalité, les allocations en nature réduisent davantage les inégalités et même représentent plus en proportion du revenu que les allocations en espèces au niveau des 20% les plus pauvres. Et donc, moi, j'ai envie de dire que si effectivement on trouve des marges de manœuvre, c'est-à-dire financières, si on arrive à taxer davantage les riches, ce qu'il faudrait quand même supprimer la fraude fiscale, etc., c'est pas simple. Eh bien, est-ce qu'on a 100 milliards d'euros à dépenser ? Eh bien, je pense qu'il est plus efficace de donner ces 100 milliards sous forme d'aide en service public, à l'éducation, à la santé, éventuellement, pourquoi pas, créer des systèmes au lieu de se reposer sur le Restos du Cœur pour nourrir les gens, ou des associations pour héberger en urgence les personnes qui sont dans la rue, construisons des maisons pour ces personnes-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que mettre le paquet dans la production de services directement, plutôt que dans le fait de donner de l'argent monétaire, me semble être plus efficace pour résoudre le problème de la pauvreté, plutôt que de donner à tout le monde la même somme, puisque, y compris les riches, touchent un revenu universel, qui n'est pas discriminant et qui, en fait, ne répond pas forcément aux véritables besoins. Et donc là, il y a une question qui est, à mon avis, la question essentielle, qui est que si on veut véritablement réduire la pauvreté aujourd'hui, eh bien, en réalité, les allocations dites en espèces, en nature, c'est-à-dire les services publics gratuits donnés aux gens, sont plus efficaces que la distribution monétaire qui va être dépensée dans des activités marchandes. Et j'en reviens en guise de conclusion, sur mon sentiment général par rapport à ces problématiques liées au revenu universel. Mon sentiment, c'est que lorsqu'on veut modifier les rapports de force dans le capitalisme, ou voire supprimer le capitalisme, eh bien tout cela doit nécessairement se faire par une concertation collective, par une discussion, par le fait d'aller voter, par le fait de s'engager d'un point de vue citoyen, et par,
par le collectif. Le problème des partisans du revenu de base, en général, du revenu universel en général, c'est qu'ils font beaucoup trop confiance au marché, à mon avis. C'est-à-dire qu'ils pensent parce que par définition, je vous dis, le revenu ne peut aller qu'au marché. Ils pensent qu'en suscitant, en donnant aux gens de l'argent, et on va changer les comportements, et les comportements vont forcément être plus adéquats. Or, moi, en tant que non-libéral, en tant qu'économiste critique du libéralisme, je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que si on veut favoriser et limiter, améliorer les conditions de travail, eh bien, il faut des normes, il faut des lois, il faut des règles, il faut qu'un État, pour réduire le temps de travail, il ne faut pas compter sur le fait que les gens vont spontanément moins travailler parce qu'ils auront davantage de revenus. Parce qu'en réalité, dans les expériences qu'on a vues, c'est pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que Baptiste cite l'expérience naturelle des personnes qui ont gagné, je ne sais plus, 1 000 € à vie ou 2 000 € à vie. Un jeu de loterie, on gagne de l'argent à vie. En fait, qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là? Baptiste dit, à juste titre, que les gens continuent de travailler. Peut-être un peu moins, mais ils continuent de travailler. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils dépensent davantage, parce qu'ils gagnent davantage de revenus. Donc ils font travailler davantage les autres. Et donc c'est pas une société sobre, c'est une société qui, au contraire, qui augmente la quantité de travail nécessaire aux autres. Et ils seraient très malheureux si on leur disait que, non, il faut arriver vers une société sobre, donc ça veut dire qu'il faut moins travailler tous, ça veut dire que leur argent, il n'achètera pas ce qu'ils prévoient d'acheter. Et donc là, en fait, ils ne seront pas contents, ces personnes-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que résoudre les problèmes du monde aujourd'hui, globalement, et résoudre les problèmes écologiques, et résoudre les problèmes de droit du travail, enfin de rapport au travail, je pense que ce n'est pas par une simple mesure d'allocation monétaire qu'on va les résoudre, mais c'est en fait par le fait qu'on va imposer des lois, des règles écologiques, par exemple. Vous voyez, on a interdit les sacs plastiques pour supprimer la pollution. Et bien ça, c'est une bonne loi, c'est une bonne règle. Et on n'a pas compté sur le revenu universel pour le faire. Si on veut améliorer le rapport de force des salariés vis-à-vis de leur patron, il ne suffit pas de leur donner de l'argent. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il faut leur donner des droits davantage dans l'entreprise. Il faut contraindre. Si on veut limiter le temps de travail, eh bien, il faut effectivement y arriver par des règles et par des normes, et non pas compter sur le marché pour faire ça. Parce que le marché, j'ai peur qu'il soit qu'il aille complètement dans le sens de la vénalité, si je puis dire, ou de la croissance et de le mauvais usage des ressources, plutôt que spontanément il aille vers la décroissance, la société sobre et le respect des uns et des autres. Voilà. On fera un court droit de réponse de Baptiste et puis ensuite on passera aux questions de la salle. Alors du coup, 3 points pour les 3 principaux arguments de David. Alors le premier point. Du coup, David, tu commences ton intervention en disant, imaginons on donne 1 milliard à tout le monde, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont arrêter de travailler. Ils vont arrêter de bosser. Et à la fin, tu dis, en même temps, 1 000 €, les gens ils vont continuer à bosser. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr, 1 milliard d'euros et 1 000 €, c'est pas pareil. Alors, oui. En s'appuyant du coup aussi sur cette histoire de loterie, donc effectivement c'est le jeu Tac au Tac Télé gagnant à vie, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si ça existe encore. Il y a une expérience belge, deux sociologues belges qui ont étudié l'impact de ces gains à vie sur l'effort au travail, en gros, sur l'effort au travail, l'accès à l'emploi des gagnants, des bénéficiaires. Le souci en fait de ces comparaisons-là, et le souci aussi quand on regarde les expérimentations du revenu inconditionnel telles qu'elles ont pu être menées aux États-Unis ou au Canada, etc., c'est que le résultat est nécessairement biaisé. Le gros problème, c'est que pour les gagnants du loto, sauf chance extrêmement douteuse, vous êtes le seul dans votre entourage à gagner au loto. Vous êtes le seul à gagner au loto. Donc vous vous retrouvez avec un revenu à vie et à continuer à baigner dans une société qui valorise l'emploi, avec vos collègues, vos anciens collègues qui continuent à bosser, avec vos proches qui continuent à bosser, et vous retrouvez finalement, si vous arrêtez de bosser, à peu près, alors revenu près, dans la situation des chômeurs aujourd'hui. Donc les chômeurs qui souffrent d'un manque d'emploi dans une société où tout est orienté autour de l'emploi, tout est basé sur la valeur travail. Si vous n'avez pas d'emploi, vous manquez d'emploi. Donc il est assez logique que les gagnants du loto continuent de bosser dans une société qui survalorise l'emploi, on continue à bosser. Là, du coup, il faut imaginer une société dans laquelle on donne à vie un revenu inconditionnel à tous.
à vos proches, à vos collègues, etc. On peut supposer que l'impact sur l'offre de travail serait plus élevé. La plupart du temps, quand on parle de revenu inconditionnel, une des premières objections qui sortent, c'est mais si on fait ça, tout le monde va arrêter de bosser. Tout le monde va arrêter de bosser. Et si effectivement c'est la réaction, et si effectivement c'est ce qui se passe, ça veut dire que les décroissants ont raison. Ça veut dire que si on donne 1000 € à tout le monde, les gens... Ça veut dire qu'on ne pourra rien acheter avec ces 1000 €, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que si on donne 1000 € à tout le monde, les gens décident de se contenter de 1000 €. Et si les gens décident de se contenter de 1000 €, c'est la preuve que nous produisons trop, nous consommons trop aujourd'hui. Donc il faut réduire. Et donc en fait, moi je conçois le revenu inconditionnel. Alors du coup, je ne sais pas si tu m'as lu totalement ou si tu... Enfin, ma position, c'est je ne défends pas un revenu inconditionnel comme mesure pérenne. Je conçois le revenu inconditionnel comme mesure de transition vers une société de sobriété plus sobre et une société de gratuité. Et du coup, tu me dis, mais donc, les gens décident de réduire leur temps d'emploi ou d'arrêter l'emploi. Donc ils décident de consommer moins. Donc on peut se permettre de consommer moins. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Tu dis ils vont rien faire. Non, ne rien faire. Enfin, à un moment, tu as dit ne rien faire. Moi, ma conviction, c'est que les gens vont continuer à faire des choses et des machins. Ils vont continuer à être... des choses gratuites. Oui, l'argent, ils vont... Précisément. Mais l'argent, ils vont le dépenser comment? Oui. Auprès de qui? En fait... Il n'y aura personne pour produire. Non, mais le raisonnement, David, raisonne de manière dynamique. Bah, tu dis, on verse un revenu inconditionnel, 1000 €, les gens décident de se désengager assez massivement de l'emploi. Donc sur le assez massivement, j'aurais des doutes. Mais... Non, j'ai pas dit 1000 €, j'ai dit 1000 €, ils ne se désengageront pas, mais ils auront plus de revenus. Les gens se... Ils auront plus... Bah si, ils auront 1000 € de plus. C'est partagé. Bah, c'est pas... Non mais... Ah oui, mais... Il ne s'agit pas d'augmenter tous les revenus de 1000 €, que ce soit clair. Ah ben c'est revenu universel là. Bah, oui, non mais ça veut dire que tout le monde a... Parce que les gens ne comprennent pas trop ça, hein, cette histoire. Bien sûr. Donc il faut taxer davantage les gens. Bien sûr, je parle de réduction des inégalités. Mais c'était pas très clair, taxer davantage les gens. Parce qu'aujourd'hui les gens, ils sont pas taxables, hein, parce qu'ils partent. Alors, alors du coup, évidemment, j'augmente les impôts, j'augmente même jusqu'à une tranche à 100%, j'ai parlé de revenu maximum. Oui. Évidemment, j'augmente les impôts, j'augmente la progressivité d'un impôt, c'est un autre partage des revenus. Donc il ne s'agit pas d'augmenter tous les revenus de 1000 €. Quand tu crains effectivement qu'on donne le revenu inconditionnel aux riches et que du coup ce ne soit pas une prestation ciblée vers les pauvres et que du coup ce ne soit pas efficace, évidemment. Aujourd'hui on n'arrive pas à taxer les riches parce qu'ils partent. Et c'est pas grave. Ah bah si, c'est grave. Parce que du coup on n'a pas les recettes fiscales pour donner aux gens. En l'occurrence, si je propose la mise en place d'un revenu maximum, donc un taux d'imposition à 100%, c'est pas en vue d'obtenir des recettes fiscales, c'est pas une logique d'impôt confiscatoire. C'est une logique prohibitive. Il ne s'agit pas de dire, sinon j'aurais proposé 97%, 93%. Là j'insiste sur le 100%. Il ne s'agit pas du tout de se dire, chouette, grâce à Liliane, on va pouvoir financer un revenu inconditionnel. Ce qui me pose souci, c'est qu'il y ait des Liliane Bettencourt qui gagnent autant aujourd'hui. C'est pas du tout la même logique. Mais qui ne dépensent pas autant que ce qu'elle gagne. Oui, non, mais bien sûr. Oui, ça semble compliqué. Donc du coup, je poursuis mon raisonnement dans une logique dynamique. On verse 1000 € à tout le monde. Les gens décident de se désengager partiellement, totalement, etc. de leur emploi. Ils décident par conséquent de réduire leur consommation. Réduisant leur consommation, ils ont davantage de temps libre. Qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre? Ils continuent à produire des choses et des machins sur une base gratuite, sur une base gracieuse. Et précisément, on entre dans une démarchandisation de la société. Ce qui fait que la base, l'assiette fiscale qui permet de financer le revenu inconditionnel va diminuer. Donc les pauvres, ils auront moins de revenus globalement, de monétaire. Alors oui, c'est ça que ça veut dire. C'est le malin, il y a plus de gratuité. Bien sûr, ça réduit le montant du revenu inconditionnel en étant le champ de la gratuité. Et moi, je pense que dans ce cas, il faut dire aux gens, vous allez tous moins gagner, il ne faut pas leur dire, vous devez tous gagner plus. Sauf que, non, je dis pas vous allez tous gagner plus, que ce soit clair, je dis pas vous allez tous gagner plus. Eh ben si, 1000 € inconditionnels, ça donne l'impression que ça. On partage le gâteau, on partage différemment le gâteau. Dans ce cas-là, faisons une société à la Bernard Friot. Ah non, parce qu'il y a d'autres... je suis pas sûr qu'il faille se lancer sur ce débat. Je ne sais pas si tu es spécialiste du salaire à vie. Je connais très bien, mais je ne suis pas d'accord avec lui non plus. Ouais, du coup, voilà. Je ne sais pas si ça aurait un quelconque intérêt, en l'occurrence, de faire un débat entre nous, salaire à vie et revenu inconditionnel. Donc, du coup, ça permet de s'engager dans une logique de gratuité. Extension du champ de la gratuité, recul du marché, dans une logique transitoire. Après, tu dis, c'est mensonger. Précisément, le revenu inconditionnel donne la possibilité aux gens de choisir. Moi, ma conviction en temps de décroissance, c'est que effectivement, si on a la possibilité de le faire, on se désengagera de l'emploi et on pourra se livrer à d'autres activités. Si les gens font ça... Oui, mais il faut voir qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas de gens qui travaillent de la production marchande, le revenu, il ne permet pas d'acheter. Et donc, il faut quand même qu'il y ait des gens qui produisent de la richesse marchande. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, c'est le côté travail hétéronome. Et comment on assure ça ça, c'est le côté travail hétéronome. Et donc, sur le travail hétéronome,
j'ai à peu près... ouais. Sur le travail hétéronome, tu nous dis, bah, c'est bien joli de défendre la défense du travail autonome, mais le travail hétéronome, enfin le travail est hétéronome par nature, du coup on pourra... comment est-ce qu'on trouve des gens pour réaliser ce travail hétéronome? Oui. Comment est-ce qu'on trouve des gens? Très et en important gros, aujourd'hui, hein. très important aujourd'hui, indéniablement. Mais alors, si déjà on raisonne comme ça, le premier réflexe qu'on doit avoir, et à mon sens, du coup, particulièrement du côté des économistes atterrés, ce réflexe n'existe pas. Le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est il faut supprimer. Il faut se passer un maximum de ce travail hétéronome. Mais si des gens, mais c'est le principe aussi de la décroissance. Si on voit dit, les enfants, il faut bien les garder. bien sûr, mais supprimer autant que possible. Supprimer autant que possible. On va Regardez, faire 50 personnes par classe. Regardez, non, mais... Ah, non, faut être sérieux, David. Mais oui, Il ne s'agit pas de dire, j'ai parlé d'extension du champ de la gratuité, j'ai parlé d'extension des services publics, il ne s'agit pas de dire on va fermer des classes, etc. Simplement, en tant que décroissant, nous, notre position, c'est on surconsomme, on surproduit. Je ne dis pas on surconsomme de l'éducation, mais il n'y a qu'à regarder autour de nous pour voir que nous sommes dans une société d'opulence et qu'il y a sans doute des économies à faire, il y a sans doute un peu plus de sobriété à trouver, sans doute. Je sais pas. Bah, moi j'en suis convaincu, Quand j'entends régulièrement, je voyais encore dernièrement qu'on se félicitait d'une augmentation des immatriculations, bah, je suis convaincu en tant que décroissant qu'on aurait sans doute beaucoup de travail hétéronome à gagner du côté de l'industrie automobile. J'en suis convaincu. Après, peut-être que tu veux le conserver, mais moi, en tant que tu habites au décroissant... centre-ville, moi aussi, j'ai pas de voiture. Mais ceux qui où est-ce qu'on habitent loin... trouve l'essentiel des voitures, David? Est-ce que c'est en zone rurale? Non, certainement pas. Mais non, mais les gens n'ont pas de voiture en Paris. La majorité des Parisiens n'ont pas de voiture. Par contre, les gens qui habitent en périphérie, ils en ont. Ouais, bah, enfin, je constate beaucoup de voitures en zone urbaine. C'est pas des gens qui remettons en cause ça et arrêtons d'encourager autant que possible l'industrie automobile. Ça permettra de réduire du travail hétéronome. Bien sûr. Donc il y a sans doute des arbitrages à faire. Mais c'est des arbitrages politiques. Hein. Là, je te suis sur le côté. C'est une décision politique. Bien sûr, c'est une décision politique. Je le disais tout à l'heure, le revenu inconditionnel n'est pas à la fin du politique. Bien sûr, ce sont des décisions politiques. Et je pense qu'une des premières décisions, ça doit être qu'est-ce qu'on peut supprimer? De quoi est-ce qu'on peut se passer? Parce qu'il n'est pas normal d'exiger qu'une part croissante de la population réalise un travail hétéronome. Donc d'abord, il faudrait s'efforcer autant que possible de détruire des emplois. Ensuite, je ne peux pas me satisfaire d'une société qui, en gros, dirait, bon bah, il y a du travail hétéronome à faire et heureusement que les profs, ils ont des gens pour nettoyer leur salle de cours, sinon ils ne pourraient pas le faire. Et je trouve que c'est assez confortable comme situation quand on est enseignant-chercheur, de dire, bah ouais, il faut quelqu'un pour nettoyer ma salle. Nous, en l'occurrence, on a la chance de faire assez peu de travail hétéronome. Effectivement, il y a les 500 copies. On a les 500 copies. On a les 500 copies. Mais l'essentiel de notre temps, quand même, c'est pas... Enfin, on a la chance d'avoir un boulot qui est plutôt épanouissant, qui est plutôt reconnu. Enfin, je sais pas comment tu le vis, moi je le vis plutôt très bien, mon boulot. Moi, je le vis plutôt très bien. Et il se trouve qu'il y en a qui ont beaucoup moins de chance que nous. Et je trouve assez confortable de dire, bah non, on va pas mettre en place de revenu inconditionnel parce qu'il y a du travail hétéronome à faire et ça serait bien qu'il y en ait qui soient un peu obligés de s'y coller. Et nous, en tout cas, on fait notre... Bon, on n'en fait pas notre part, en fait. On fait clairement pas notre part. Ça me semble un peu problématique. Je suis pas... Enfin... Bon, enfin, ça me semble un peu problématique. En gros, c'est toujours l'éternelle question des tâches pénibles. Qui fera les tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel? Et si on raisonne jusqu'au bout, ça revient à se dire, bah heureusement qu'il y a des pauvres aujourd'hui pour les faire, ces tâches pénibles. Parce que c'est ça, en dernière instance, qui permet l'affectation des copies, tâches c'est très pénibles. pénible, mais moi je ne donnerais pas à quelqu'un qui n'a pas de... Il faut juste garder le sens des proportions, là, David. Tu peux pas... Non, mais moi je pense que, par exemple, les gens qui font le ménage devraient avoir des semaines de 20 heures, ça je suis d'accord. Mais ça, c'est la loi qui le fait. Ouais, alors moi, en fait, je me dis Il y a un mouvement social en ce moment chez les personnels de nettoyage, je signale. Et ce mouvement social, il est pour un 13e mois, il est pour des conditions sociales, mais ils disent pas, bah, tiens, moi je veux faire prof, hein. Alors, ils veulent juste travailler dans de bonnes conditions et c'est tout à fait normal. Tout le monde. Alors quelle est l'horizon aussi qu'on propose? Quelle est l'horizon qu'on propose? Effectivement, là, c'est des gens qui supportent pas les profs. Qui bien sûr. Bah, les suicides chez les profs, il y en a plus que chez beaucoup de nouvelles professions, hein, quand même. Ma position, c'est plutôt se dire, au lieu de dire on va conserver un personnel de ménage et on va leur permettre de travailler moins longtemps, ma position, c'est plutôt de dire on est tous capables de faire le ménage, il y a moyen de partager l'essentiel des tâches pénibles. Mais on n'est pas tous capables d'être profs. Non, mais il y a d'autres boulots épanouissants qui ne sont pas profs. Il y a d'autres boulots, alors généralement on me dit mais tout le monde ne pourra pas être chirurgien, bien sûr. Il y a d'autres boulots épanouissants qui peuvent être chirurgiens, etc. On peut trouver un boulot, en gros faire en sorte qu'on partage autant que possible les tâches gratifiantes et les tâches ingrates. Parce qu'il n'y a pas de raison que dans notre société, il y ait des gens qui soient enseignants-chercheurs comme nous et qui font essentiellement des tâches gratifiantes, même s'il y a des corrections de copie, David, j'espère qu'on s'en remet, des tâches gratifiantes, et d'autres qui se coltinent exclusivement des tâches ingrates. Ça me semble profondément injuste, et simplement leur dire bah, vous pourrez le faire moins longtemps, ça me semble pas satisfaisant non plus.
Donc du coup, sur cette histoire de travail hétéronome, etc., donc tu dis le travail c'est nécessairement collectif, avec le collectif viennent les contraintes, etc. Je suis d'accord aussi, simplement, il y a une différence entre les contraintes dans la sphère salariale et les contraintes quand on est dans une coopérative et qu'on les choisit librement après une délibération où on a tous une voix, etc. C'est quand même radicalement différent aussi. Ça aussi, il faut insister là-dessus. Enfin, d'un côté, les contraintes sont choisies, de l'autre, les contraintes sont profondément subies et synonymes d'exploitation dans le champ du salariat. Et puis, dernier point, du coup, alors je déborde beaucoup là sur les réponses. Donc ton dernier argument, qu'est-ce qui aide le plus aujourd'hui les pauvres? C'est pas les prestations monétaires, ce sont les prestations en nature. Alors j'insiste sur le aujourd'hui, effectivement, avec les aides qu'on a, c'est clair que ce qui aide le plus les pauvres, c'est les prestations en nature, parce que bon, tu as beau dire le RSA, c'est pas... Bah si. Non, c'est 750 € par mois aujourd'hui, RSA plus allocation logement. Pour ceux, ce qui est 1000 €, donc je suis pas sûr que ça change tant que ça. Mais bon. Pour ceux, bah alors, là il faut le vivre aussi. Il faut le vivre pour voir la différence entre 750 et 1000 €. Et puis par ailleurs, tout le monde n'a pas droit au RSA. Tout le monde n'a pas droit. Il y a des gens qui sont... Mais... Bon, je reviendrai. Non, au-dessus de 25 ans, je parle, oui, bien sûr. Au-dessus de 25 ans, à condition de se plier aux exigences de contrepartie qui sont imposées aux bénéficiaires du RSA et à condition d'avoir la bonne nationalité, etc. Et les bonnes années le bon nombre d'années de résidence. Tout le monde n'a pas droit à RSA. En fait, à partir du moment où on met en place une prestation sous condition, toutes les conditions d'accès sont des conditions d'exclusion. Il y a des exclus du RSA aujourd'hui, des exclus de droit et des exclus de fait. Il faut le reconnaître, il y a un non-recours aussi assez important en matière de RSA SOC, comme de RSA activité, et du coup ça crée de l'exclusion, de fait. Je peux juste dire un mot sur le RSA. Je voulais le dire tout à l'heure, parce que c'est un truc très important. La conditionnalité du RSA, c'est quoi? En fait, évidemment, il faut avoir 25 ans, il faut être français et résider en France. Par ailleurs, le revenu universel sera aussi... Non, mais il y a des conditions de résidence quand on est étranger. Des conditions d'année de résidence. Pardon. Bon, ok, alors, je ne sais pas au courant. Travail préalable. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut monter un dossier. Et si vous voulez un revenu universel, il faudra aussi monter un dossier pour l'avoir. Parce qu'il faudra au moins donner un compte en banque. Et par ailleurs, on ne va pas donner le revenu universel aux touristes qui viennent 2 mois en France. Donc il faudra vérifier la résidence. Et il y aura des risques de fraude. Et il y aura des risques de personnes qui vont essayer de toucher 2 revenus inconditionnels parce qu'ils vont prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Donc il y aura de toute façon des contrôles qui seront faits. Mais je vais revenir sur la question de ce que c'est que le contrôle et ce que fait que quelqu'un qui verse le RSA. Il ne fait pas, la majorité de son temps, il ne fait pas des contrôles pour humilier les gens. La majorité du travail de quelqu'un qui est chargé de distribuer les aides sociales en France, c'est d'essayer d'accompagner les personnes vers l'inclusion. Et ce travail, il est absolument indissociable du caractère conditionnel. Tu es prof aussi, tu sais que quand on fait du tutorat, qu'on compose du tutorat facultatif aux élèves, aux étudiants, eh bien, ceux qui viennent prendre le tutorat, eh bien, ce sont ceux qui n'ont pas besoin du tutorat. Ceux qui en ont besoin ne viennent jamais. De la même façon que ceux qui ont besoin d'un dispositif d'accompagnement, je pense par exemple à la garantie jeune, qui est en place depuis le 1er janvier 2017. La garantie jeune, ce n'est pas un RSA jeune, mais c'est pas très loin, c'est 450 € par mois pour les jeunes de moins de 25 ans qui sont totalement exclus, qui ne sont pas dans un système de formation ou quoi que ce soit. Et je vous le dis à vous parce que vous êtes jeunes et vous connaissez peut-être des personnes qui sont dans cette situation, eh bien il faut les orienter vers les missions locales. Et le principe, c'est qu'il y a un contrat qui est passé entre la mission locale et le jeune. À l'issue de ce contrat, le jeune va toucher 450 € par mois, il sera content, mais d'un autre côté, il faudra qu'il fasse des stages et qu'il rentre dans une démarche d'insertion. Et moi, je pense qu'aider les personnes exclues et que sortir de la pauvreté, ça passe par un accompagnement. Et l'accompagnement est indissociable de la conditionnalité. Si on dit aux gens, ben voilà, je vous donne 1000 € et puis vous démerdez, eh ben je suis désolé, je trouve qu'on ne fait pas notre travail de service social. Voilà. Alors c'est pour ça que... Ouais, je vois des mains qui se lèvent. Vous êtes pas dire et puis oui, vas-y. question. Bien Flore. Bon, merci de cette intervention très intéressante dans le contexte politique. Moi j'avais plutôt compris que Benoît Hamon posait cette question d'une manière, sur le constat suivant, nous allons avoir une transformation numérique et donc je propose le revenu de base comme solution à la transformation numérique. Cette solution posée sur une question sans mettre des dents entre les deux a eu pour mérite qu'il n'y ait aucun débat sur la question de la transformation numérique, qui était cependant une bonne question. Et le deuxième angle d'attaque, c'est de promouvoir la décroissance.
Moi, je me demande s'il y a eu des études anthropologiques et juridiques sur la question du revenu de base, parce que je trouve personnellement que ça pose des questions anthropologiques et juridiques fondamentales. La première, sur la question anthropologique, je pense que l'homme n'est pas fait pour ne rien faire, et qu'il n'est pas fait pour ne rien faire sans les autres, et qu'il n'est pas fait pour faire que ce qu'il a l'impression d'avoir envie de faire. Et je pense qu'on touche là aussi une question de dignité humaine. Et moi personnellement, après je pense que la réponse du Hugo, est-ce qu'on est pour répondre, ça rejoint la question de conception de l'homme et du travail par rapport à l'homme. Moi je pense que l'homme est fait pour travailler, et comme l'homme est fait pour travailler, si on a un revenu de base, ça ne va pas faire qu'on va travailler moins, ça va simplement faire que les riches vont être plus riches et que les pauvres vont être plus pauvres. Si les riches sont plus riches, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des coûts fixes de base qui vont bénéficier d'une inflation. Vous proposez d'encadrer les loyers, l'encadrement des loyers qui est s'il est trop strict, il se confronte à un problème juridique grave, qui est celui du droit à la propriété. Là aujourd'hui, le droit à la propriété, il n'est pas atteint parce que les limites d'encadrement ne sont pas trop fortes, mais si on encadre davantage les loyers, ou dans des régions qui ne le justifient pas nécessairement, on va avoir un problème de droit fondamental à la propriété, ou alors il faut changer la Constitution. Ce n'est pas un droit que le législateur peut changer. Donc on ne va pas pouvoir encadrer les loyers, donc si on ne peut pas encadrer les loyers, nécessairement les riches seront plus riches et les pauvres seront plus pauvres. Et les autres produits de base seront plus riches, seront plus chers. Et comme ce ne sera pas l'ensemble des produits qui seront plus chers parce que les pauvres ne vont pas acheter de tous les produits, ça va simplement faire que ces pauvres-là, au lieu en fait qu'on puisse vivre aujourd'hui avec un ça, on va pouvoir vivre avec 1000 € et ça ne changera absolument pas le problème de fond. Là, on va simplement avoir une perte de valeur avec parallèlement une justification pour le capital d'arrêter d'investir dans les droits sociaux en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, si un salarié a comme une certaine pression sur son employeur, c'est aussi parce que s'il est en dessous d'un certain revenu, il a une certaine marge de pression. Si demain l'employeur peut dire au salarié, si vous n'êtes pas content, vous dégagez et de toute façon vous avez votre revenu minimum. Il y a deux sortes de personnes aujourd'hui qui sont pour ce revenu de base, c'est les capitalistes pure souche, qui du coup vont trouver une justification à faire n'importe quoi en entreprise, et les gens qui, avec une certaine utopie, pensent qu'il y a plein de gens qui vont arrêter de travailler. Et sinon, au niveau des problèmes juridiques, au niveau du droit à la propriété, ça pose un problème fondamental qui, pour moi, on n'est pas prêt de le résoudre. Et le deuxième problème, c'est au niveau des contraintes hétéronomes. Vous allez nécessairement avoir des services qui vont devoir être remplis dans la société. S'ils ne sont pas remplis avec une contrepartie financière, vous allez faire comment ? Parce que le travail forcé, c'est interdit en France. Donc si vous n'avez pas un main-d'œuvre suffisante qui peut remplir les services que vous propose, vous allez devoir piocher par quelle justification, je ne le sais pas, pour remplir ces services publics. Ou alors ces services publics ne seront pas remplis et les pauvres sont encore plus pauvres. Moi personnellement, je n'ai pas besoin de justifier mon parcours pour légitimer ce que je dis, chacun prendra sa liberté et vous de même. Mais moi personnellement, je ne pense pas que les pauvres deviennent plus riches parce qu'on leur donne plus d'argent. Les pauvres deviennent plus riches parce qu'on leur rend leur dignité et qu'on leur rend leur capacité d'appartenir à une société, peu importe la valeur absolue que l'on met sur cette dignité-là, c'est le fait d'appartenir à une société. Emmanuel Macron, son grand truc, c'est de dire on va avoir une valeur absolue en termes de travail qui va diminuer, et donc on va mettre moins de chômage de longue durée, mais toujours autant de chômage en valeur absolue, on va faire tourner le travail. Voilà, peut-être qu'on a d'autres solutions, mais le revenu de base, si à la base, pour moi, il peut apparaître comme une bonne idée, finalement, il y a trop de facteurs exogènes qui font que si cette idée elle a été donnée comme un pavé dans la mare pour réfléchir à des questions fondamentales comme la transformation numérique ou la décroissance, qui sont des questions fondamentales que presque tout le monde refuse de donner sur la sphère politique, d'accord, mais je vois mal comment aujourd'hui les personnes qui sont pour le revenu de base sont vraiment pour le revenu de base. Est-ce qu'on peut répondre parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, c'est pour ça. Tu permets, je ne vais pas répondre à tout, hein, parce que vous êtes juriste. En partie. Sur le droit, je pense que le droit, ça change, la Constitution aussi. Hein. Donc là, on est sur de l'idéal. Donc voilà, les contraintes constitutionnelles, on peut toujours décider de les changer. Mélenchon, il veut faire une 6e République. Bon, c'est un aparté. Je ne pense pas que ça empêche le débat, le débat de dire ce qu'on ferait dans l'absolu. Mais je vais répondre sur deux points importants sur la question de l'émancipation que vous avez soulevée au début et à la fin, et puis sur la question de la transformation numérique. Alors,
ça fait partie effectivement, enfin Benoît Hamon en particulier a associé la question du revenu universel avec la question de la transformation numérique. Vous appelez transformation numérique, mais on parle aussi d'automatisation, de fin du travail en fait. Hein. Alors cette idée de fin du travail, elle est quand même très ancienne. Beaucoup plus que ce qu'on croit. Depuis très longtemps, on voit qu'effectivement, il y a un problème il y a une mécanisation qui fait disparaître des emplois, mais ces emplois, en fait, réapparaissent dans d'autres endroits. Alors, c'est ce qu'on appelle la théorie du déversement, c'est-à-dire que... On a quand même détruit beaucoup d'emplois pendant la crise des années 70. Eh bien non, en fait. Non, on a beaucoup plus créé d'emplois qu'on a détruit, parce que je vous signale qu'il y a les femmes qui travaillent, il y a... c'est pas aussi simple. Alors, je reviens sur ce que c'est que l'automatisation et ses limites. La mécanisation, c'est l'idée qu'on va supprimer des emplois dans les secteurs où l'emploi est mécanisable ou automatisable. Alors, ça a longtemps été l'agriculture. Hein, il y avait 80% d'une population active qui était agricole. Maintenant, on est à moins de 2%. Ça a beaucoup été l'industrie. Aujourd'hui, avec 2 fois moins de travailleurs, on produit autant de biens industriels qu'il y a quelques années. Et ensuite, maintenant, ça touche aux services. Une partie des services qui sont automatisés. Pensez aux services bancaires. Maintenant, vous avez des automates qui font le boulot qu'on faisait avant au guichet. Et en même temps, mon sentiment, c'est que du coup, c'est quelque chose de très ancien, qui a commencé avec la révolution industrielle, qui se poursuit en fait aujourd'hui au même rythme, pas un rythme différent que ce qu'il était dans les années 60 ou au 19e siècle. En fait, ce rythme d'accroissement de la mécanisation, on le voit à travers un indicateur qui est la productivité du travail. La productivité du travail, elle augmente de manière assez constante et elle est à peu près aussi importante que la croissance économique sur le long terme. Et donc les emplois en fait réapparaissent. Alors ils réapparaissent où ? Eh bien dans les activités qui ne sont pas mécanisables. Et il existe aujourd'hui énormément d'activités non mécanisables. Et c'est en particulier ce qu'on appelle les emplois relationnels. Les emplois relationnels sont les emplois qui sont liés à la relation que le travailleur a avec la personne pour laquelle il travaille. C'est-à-dire on passe du temps avec. Et passer du temps avec, eh bien c'est pas mécanisable parce que c'est du temps humain. Et ça n'a de sens que si c'est du temps humain. Je veux dire les médecins qui soignent, les profs qui enseignent. C'est pour ça que je vous parlais aussi de la garde des enfants, la police, la sécurité. Et le souci, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les hausses... Alors avant, ce qui se passait, c'est que les hausses de la productivité allaient forcément recréer des emplois dans des emplois non mécanisables. Et aujourd'hui, on a un blocage. On n'arrive pas à créer autant d'emplois qu'on en détruit, d'où le chômage. Encore que le chômage est aussi lié à la crise de 2009, il n'est pas que lié à cette rupture technologique. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en France on n'arrive pas à se créer ? Parce que moi mon analyse elle est très simple. Les emplois relationnels sont quasiment tous des emplois publics. Alors pas tous, mais beaucoup. C'est-à-dire les infirmières, enfin les médecins, les infirmières, la santé, les crèches, l'école, la sécurité. Tous ces emplois relationnels sont des emplois publics. Et donc, en fait, pour créer ces emplois ben, en fait, il y a des besoins énormes aujourd'hui dans ce type d'emploi relationnel, sauf que ça veut dire augmenter la fiscalité, augmenter les dépenses publiques. Et pour des raisons politiques, on ne souhaite pas augmenter les dépenses publiques. Et donc, il y a un blocage, c'est-à-dire que le système de déversement est bloqué en raison des décisions politiques. À l'époque où il s'agissait de déverser de l'agriculture dans l'industrie, c'est-à-dire du privé au privé, ou de l'industrie dans les services, du privé au privé, eh bien là, il n'y avait pas de souci, le système fonctionnait. Aujourd'hui, parce que politiquement, on ne veut pas créer les emplois nécessaires, eh bien on se retrouve avec des classes surchargées et des emplois qui disparaissent et un taux de chômage élevé. Ça, c'est mon analyse. Par rapport à ça, toute partie des économistes atterrés, il y a 2 économistes dont je vous dis qui ont écrit un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Einstein et Veretout pour réduire le temps de travail, et qui notamment traite de ça. Oui. Et il y a aussi la montre tout de même qu'au niveau entre productivité et croissance, on n'est quand même pas à équivalence. Non, tout à fait. Et qu'on a quand même une destruction d'emplois en valeur absolue qu'il faut solutionner. Alors sur le terme de l'accélération du monde, enfin, il n'y a pas d'accélération de la destruction d'emplois. Il n'empêche que les emplois dont on a besoin en termes de relationnel, ils ont toujours existé, ils existent toujours, mais les emplois de masse qu'on détruit dans les usines ne se remplacent pas par des emplois cadres, comme croyait Schopenhauer dans les années 70. Non, bien sûr. Et il y a quand même une vraie question sur... Et là, Macron veut former ces personnes-là pour qu'ils puissent intégrer d'autres emplois, mais en valeur absolue, on ne crée pas plus d'emplois. Donc il y a quand même une vraie... Non, ce que dit Fillon et tout ça, c'est qu'ils disent qu'on est à 39 heures pour... Enfin, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, pour des gens qui travaillent, c'est parfaitement faux. Si un actif en moyenne dans ces pays-là travaille 32 heures, chez nous, on travaille effectivement 39 heures pour un actif.
c'est pas la question du temps plein ou pas du temps plein, ça n'a pas de valeur en soi, mais un actif travaille 32 heures. Donc, il y a une vraie question sur la question de la réduction. Oui, alors je suis d'accord, vous avez tout à fait raison, j'aurais dû en parler, j'y ai pensé, mais c'est qu'effectivement la deuxième solution, la hausse de la productivité, c'est la réduction de temps de travail, qui est une chose historique, mais qui est aussi liée à la politique qu'on mène. Voilà, et donc on a une solution, mais globalement, la question de la hausse de la productivité liée à la mécanisation, elle est contradictoire avec le principe de la décroissance, je le signale quand même, ou ce qu'on appelle la stagnation séculaire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas à la fois dire il n'y a plus du tout de croissance, hein, on arrive à un niveau de stagnation séculaire, et en même temps dire regardez, la productivité augmente à fond. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que qu'en fait, la productivité n'augmente pas autant que ce qu'elle augmentait dans les années 60, donc effectivement, il y a une baisse de la croissance. Et globalement, le souci que moi je vois, c'est que les emplois qui pourraient être créés, la réduction de temps de travail n'est pas mise en œuvre. En fait, depuis 2002, depuis la fin des 35 heures, en fait, la France a arrêté de réduire le temps de travail, alors que l'Allemagne a continué, comme vous l'avez dit, de réduire le temps de travail. Et ça explique les différentiels de chômage entre la France et l'Allemagne. Mais sur le fond, voilà, il manque aussi des emplois publics et des emplois qui n'ont pas été faits. Et je termine parce que la question de l'émancipation, en fait, vous n'avez pas employé ce terme, et moi je l'emploie parce que la question sur ce qu'on parlait de la pauvreté, je pense qu'au cœur du débat qu'on a ce soir, il y a aussi la question de qu'est-ce qui émancipe les gens. Et je ne pense pas que l'émancipation... Alors là, il y a la vision libérale qui considère que les gens sont émancipés par nature, c'est-à-dire qu'ils ont des droits naturels et qu'ils vont exercer ces droits s'ils ont les moyens de le faire d'eux-mêmes, et donc ils vont être par nature émancipés si par exemple on leur donne une allocation, un revenu. Et il y a une vision de gauche, plutôt marxiste, qui disent que les problèmes d'émancipation ne sont pas liés qu'aux conditions objectives, hein, c'est-à-dire est-ce qu'au départ on a de l'argent, mais ils sont liés aussi à une infrastructure, une superstructure culturelle, par exemple l'émancipation des femmes, eh bien c'est pas lié au revenu des femmes, même si ça y contribue, mais il y a aussi le patriarcat, ce genre de choses qui expliquent que certaines personnes ne soient pas libres. Et donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je pense que l'émancipation ne peut pas venir uniquement du revenu, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, c'est pour ça que j'insistais sur les services publics et sur l'importance d'émanciper les gens, mais activement, pas passivement leur verser une allocation. Voilà. Ouais. Pardon. Alors, quelques éléments. Donc sur la transformation numérique, les robots, l'automatisation, etc. Alors évidemment, en tant que décroissant, moi, je refuse de miser là-dessus pour avoir des gains de productivité, un recul du temps d'emploi, etc. Enfin, moi, je dis si on doit faire reculer le temps d'emploi, c'est d'abord et avant tout en produisant moins et en consommant moins. Les robots, il faut trouver comment les alimenter, il faut trouver comment les produire à l'autre bout de la planète dans des conditions de travail déplorables, etc. Ça ne me convient pas. Donc du coup, pour le coup, Benoît Hamon qui justifie une partie de son revenu universel par cette transformation numérique, ça me semble être un des gros défauts de son argumentaire. Même si c'est une réalité aujourd'hui qu'il faut questionner, hein, bien sûr, mais je ne mise pas dessus. Donc par rapport à la fin du travail, du coup, effectivement, fin du travail, dans une logique descriptive, ça me semble être un diagnostic erroné. Par contre, moi j'ai tendance à défendre une fin du salariat et recul de l'emploi, mais d'un point de vue normatif. Donc je ne dis pas c'est ce qui se passe, je dis c'est ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Sur la question anthropologique, alors je vous suis totalement. Je pense qu'effectivement, on n'est pas fait pour ne rien faire. On n'est évidemment pas fait pour ne rien faire, et c'est précisément pour ça que je défends l'inconditionnalité. Parce que je me dis, tout le monde fait déjà quelque chose, tout le monde contribue, donc si on contribue, tous, ça ne sert à rien de rechercher, de mettre en place une conditionnalité, de chercher à vérifier, est-ce que vous avez bien fait votre contribution aujourd'hui, etc. En gros, c'est ça qui me pose souci avec je le disais tout à l'heure, tout revenu conditionné, c'est on crée les conditions de l'exclusion, on crée les conditions d'une mise à l'écart, alors que, à mon avis, il n'y a pas de passagers clandestins dans notre société. Tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, on n'est pas fait pour faire uniquement ce qu'on a envie de faire, et précisément parce que nous vivons en société, nous ne sommes ni des super-héros, ni des romaçons. Donc nous ne sommes pas des romaçons, nous recherchons la reconnaissance des autres,
Donc nous allons nous livrer aux activités qui nous permettent d'obtenir cette reconnaissance dans le regard des autres. Nous ne sommes pas des super-héros, nous ne sommes pas des Batman capables d'agir seuls dans notre coin, malgré le regard réprobateur des autres, etc. Non, non, on ne fonctionne pas comme ça. Nous ne sommes pas des super-héros, nous ne sommes pas des Robinson, nous contribuons tous à l'enrichissement collectif, accordons-nous tous un revenu inconditionnel. Donc c'est vraiment la justification que j'utilise pour défendre l'inconditionnalité, contre la conditionnalité. Et par ailleurs, par rapport à la situation des pauvres, évidemment, verser un revenu ne suffit pas. C'est pour ça que je ne me contente pas d'une proposition de gauche que j'appellerais donc une gauche généreuse qui dirait qu'il faut augmenter le montant des minima sociaux, simplement. Il ne suffit pas, bien sûr, d'augmenter, de verser un revenu seul pour accorder une place aux pauvres dans notre société et pour leur rendre leur dignité. Il s'agit de verser un revenu au nom de la reconnaissance de la contribution. Et c'est là, en ça, que le revenu inconditionnel, alors tel que je le défends, ou tel qu'il peut être défendu par d'autres promoteurs à gauche, permet d'attaquer directement la rhétorique de l'assistanat. Aujourd'hui, les pauvres peuvent obtenir un revenu de subsistance malgré leur absence de contribution. Vous ne contribuez pas, mais parce qu'on est particulièrement généreux, on va vous verser un revenu. Là, dans l'optique du revenu inconditionnel, c'est vous contribuez. Vous contribuez, nous vous reconnaissons une place dans la société. Aujourd'hui, on vous méprise. Pardon ? Donc, vous fixez cette contribution sur la conditionnalité. Précisément, en fait, c'est le pari de la conditionnalité, c'est en fait, nous reconnaissons que vous faites déjà partie de la société, que vous y contribuez, comme tous les autres. On arrête de vous exclure en disant... Je suis désolée, mais malheureusement, l'homme, s'il est stimulé, on le voit tous, on a besoin de se prendre des claques, on a besoin d'avoir des gens qui nous contraignent pour avancer, même sur nous-mêmes. Et les gens, parce que moi j'exerçais à Roubaix, s'ils sont dans une oisiveté, ils n'avancent plus, ils restent dans un état stagnant, les enfants s'emmerdent, se finissent dans la drogue, et ils ne contribuent absolument pas, c'est faux. Ils s'emmerdent, ils ne font rien, et comme ils sont dans un cercle vicieux d'ennui... De l'exclusion, précisément. Pas nécessairement, parce que c'est un cercle vicieux, comme ils s'ennuient, derrière, ils n'ont plus aucune ressource pour s'en sortir. Mais le fait qu'il n'ait pas de contrepartie, qui sont peut-être des facteurs d'exclusion, mais de contrepartie suffisamment rigides, de radiation au Pôle emploi, de radiation au RSA, ça ne les motive pas à se battre contre le racisme, parce qu'ils en sont victimes, à se battre pour avoir des emplois, à innover pour avoir de nouveaux emplois, à s'engager en politique. Et donc ils restent dans une oisiveté qui sont dans un cercle vicieux. C'est faux de dire que tout le monde contribue. Oui, la majorité des gens bien éduqués qui sont des milieux sociaux, modérés, aisés, quand ils ne font rien, vont dans des associations bénévoles. Et c'est loin d'être le cas des pauvres. Alors, en tant que psychologue, la contrainte crée vraiment la nécessité, c'est hyper important. Sinon, l'humain, s'il n'est pas stimulé, en fait, ce que je dis, c'est que alors cette contrainte, la pression sociale existe déjà. Inutile d'y ajouter des dispositifs contraignants qui consistent à dire si vous ne contribuez pas tel que nous l'avons défini, si vous ne rentrez pas dans les cases, parce que finalement, vous dites les pauvres, certains pauvres ne contribuent pas, les personnes aisées, etc. contribuent. Moi, je suis radicalement opposé à cette vision-là. C'est simplement qu'est-ce qu'on appelle contribution. Qu'est-ce qu'on appelle contribution? Je veux dire, il ne faut pas forcément être bénévole dans une association pour contribuer. Alors, non, mais si je peux juste dire un mot. Non mais juste pour compléter la question, ce que je disais tout à l'heure, oui bien sûr qu'il y a des sociétés fait une contrainte sur les individus pour qu'ils fassent des choses, ça c'est vrai, mais c'est une contrainte qui est violente et qui est désorganisée. Le principe même de l'État, c'est de canaliser cette violence et d'en faire quelque chose d'utile, c'est-à-dire avoir des gens qui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la conditionnalité est indissociable de l'accompagnement, c'est-à-dire si on veut avoir des gens qui accompagnent, il faut qu'il y ait un critère de conditionnalité et c'est pour ça que je rejoins l'avis de ces personnes, c'est-à-dire que je ne veux surtout pas que la contrainte soit sociale justement et pas canalisée par le pouvoir public. Alors, moi ce que je veux surtout pas, c'est qu'on arrive avec une conditionnalité qui nous conduirait à dire, eh ben vous en fait, vous avez droit à rien.
Mais non, moi, bah si, c'est à partir du moment où on met une conditionnalité, ça veut dire qu'on se donne la possibilité d'exclure. Et moi, de mon point de vue, je dis que tout le monde a droit à un revenu suffisant. Il y a quand même cette logique de droit au revenu, et en même temps, il y a cette logique de reconnaissance qui l'accompagne. Mais je ne me satisfais pas, en tant que personne de gauche, d'une situation où on dirait, bah, ouais, vous, bah non, on a bien réfléchi, vous avez droit à rien. Mais c'est pas ça, on les oblige à faire des choses. Je peux juste poursuivre. J'avais juste deux autres remarques, parce qu'il y avait, enfin, c'était une question à tiroir. Alors bon, je laisse de côté la question de l'inflation du droit à la propriété, etc. David l'a dit, si c'est juste des questions de conditionnalité, clairement, il faut oser poser la question de la place, de la sacralité de la propriété, du droit de propriété dans notre société. Ça me semble un vrai problème. Quand on remet en cause la propriété lucrative, on ne recule pas devant des réformes constitutionnelles. Sur la question des tâches pénibles, comment est-ce qu'on fait pour réaliser les tâches pénibles, les tâches nécessaires au bon fonctionnement de la société? Donc je disais, le premier réflexe, c'est se passer autant que possible. Donc ça suppose que dans notre société, on identifie des tâches pénibles, des tâches que plus personne ne veut faire une fois qu'on a un revenu inconditionnel en poche, et on se dit, bon, bah, est-ce qu'on peut s'en passer? Moi, je pense qu'en tant que décroissant, il y a des tas de choses dont on peut se passer. Je prends un exemple je pourrais prendre des tas d'exemples simples, les voitures, etc. Je prends un exemple un peu plus complexe, le nucléaire. Le nucléaire, ça suppose beaucoup de tâches pénibles, notamment lorsqu'il s'agira de démanteler les centrales, etc. Il y a eu un incident nucléaire au Japon, vous le savez, à Fukushima. Il a fallu gérer la situation sur place. Qui est d'accord pour le faire? Personne. Du coup, comment on fait au Japon? On va dans les gares, on trouve des SDF et on leur dit on va vous payer pour aller gérer la situation Fukushima, et ils y vont. Ça ne me semble pas satisfaisant comme situation. Le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est arrêter immédiatement le nucléaire pour éviter d'avoir davantage de boulot pénible à déléguer par la suite. Alors, je vois d'autres mains qui se lèvent, j'essaye d'accélérer. Donc se passer autant que possible, et ça peut supposer une baisse de notre confort. Il faut le savoir, ça peut supposer une baisse assez significative de notre confort, mais la question qu'on doit se poser, c'est quel est le degré de pénibilité qu'on est en droit d'exiger des autres? Quel est le degré de pénibilité qu'on est en droit d'exiger des autres? Et de mon point de vue, il est relativement faible, donc il faut se passer de certaines choses. Deuxième piste, faire soi-même autant que possible. Arrêtons de déléguer. On est capable de faire des tas de choses pénibles, arrêtons de déléguer. L'exemple typique, c'est la collecte des déchets. Ça, je pense que c'est un boulot particulièrement chiant, peut-être un peu plus chiant que corriger des copies. On est capable, tous, de gérer une bonne partie des déchets qui sont chiants à ramasser. En gros, tous les déchets qui puent. On est capable de les gérer en amont. On appelle ça le compost, le lombricompost. On est capable de le faire soi-même. Un appartement, c'est pas évident. Bah, ça se fait, David. J'ai un appartement, j'ai un lombricompost. Ça se fait, David. Faut juste essayer. On fait quoi après avec le compost? Fais juste quelques recherches sur Internet, David. Ça va changer ton monde. Donc, si on est capable de gérer en amont chacun nos déchets qui puent, en fait, la collecte des déchets, elle devient tout de suite moins pénible. Déjà, on peut la faire moins souvent. Enfin, commençons par réduire les déchets, etc. On peut la faire moins souvent. On n'est plus obligé de la faire à l'aube, etc. Enfin, il y a des tas de trucs comme ça. Enfin, ça pue pas au cul du camion. Enfin, vous voyez, enfin, ça change le travail concret qui est réalisé. Faisons nous-mêmes au lieu de déléguer systématiquement, au lieu de se dire, bon, voilà, on a mis dans la poubelle et du coup, c'est plus nous. C'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Donc faisons nous-mêmes. Ensuite, il y a la question du sens. On est capable tous de faire des tâches pénibles. On est capable, clairement. Et même, il y a des gens qui sont bénévoles, qui font des tâches pénibles. Tu parlais de serveur. Louis, qui est ici, je crois que vous n'êtes pas rémunéré ce soir, Louis? Non. Il y a des gens qui sont capables de faire des tâches pénibles, qui le font de manière bénévole, pourvu qu'elles perçoivent le sens de ces activités. Faut voir le nombre de festivals qui se tiennent pendant la période estivale où il y a des bénévoles tous les jours qui sont sur le pont, qui montent des chapiteaux, etc. C'est des boulots, c'est pénible, c'est physique, ça se passe à des horaires qui sont pas sympas, etc. Et pourtant, il y a des gens qui les font. Si on sait pourquoi on le fait, on est capable de faire des activités. Moi, l'exemple que je prends toujours, c'est la coopérative dans laquelle je bossais avant d'enseigner. Je faisais des tâches. Donc manutention, conduite de camion, on portait des caisses, on déchargeait des caisses, on rechargeait des caisses, etc. C'était chiant, on faisait le ménage, on faisait tout. J'aurais été incapable de le faire pour Carrefour, Auchan, etc. Là, je faisais parce que c'était dans le cadre d'une coopérative, j'avais une maîtrise de l'organisation du travail, ça avait un sens pour moi, on changeait la société, etc. Et tous mes collègues étaient dans la même situation. Si on sait pourquoi on le fait, on est capable de le faire.
Encore une fois, contrainte choisie, contrainte subie, aliénation, etc. Ensuite, autant que possible, partageons les tâches. Donc je vous disais tout à l'heure, c'est pas juste qu'il y ait des gens qui scoltinent les tâches ingrates pendant que d'autres n'ont que les tâches gratifiantes. Dans la coopérative dont je vous parlais, on partageait intégralement les tâches. Tout le monde faisait tout, systématiquement. Et quand on fait tout, quand on noie les tâches ingrates parmi des tâches plus gratifiantes, eh ben, c'est beaucoup plus facile à supporter, et surtout quand on le fait à temps partiel par ailleurs. Avec des longs week-ends qui permettent non seulement de récupérer, mais en plus de se livrer à d'autres activités tout aussi plaisantes. Donc, se passer, faire soi-même, percevoir le sens de son activité, partager autant que possible, la question de la reconnaissance aussi. Quelle est la reconnaissance qu'on accorde aujourd'hui aux personnes qui font les tâches pénibles? À peu près aucune. Au mieux, elles ont un peu de notre mépris quand on ose les regarder, etc. Mais non, mais clairement. Dans un de mes livres, le deuxième livre que j'ai écrit sur le revenu inconditionnel, je fais référence à une grève des balayeurs publics à Paris. Et donc les balayeurs publics disent, bon, on est payé n'importe comment, et puis on est traité comme des merdes. Il y a des gens qui passent à côté de nous dans la rue, qui jettent des papiers et qui disent, tiens, ramasse. Est-ce que c'est pas du mépris? Comment on appelle ça, David? Mais d'accord, mais c'est pas généralisé. Non, mais enfin, non, mais c'est pas généralisé. Les profs aussi, on est méprisés, les économistes aussi. On peut, parfois, on nous accuse. Moi, je me fais agresser par des gens, mais c'est vrai. Ouais, non, je suis pas sûr qu'on vive exactement dans le. Les économistes, il y a des raisons aussi. Hein. Donc la question de la reconnaissance, c'est reconnaître que ces personnes existent, font un travail et se montrer reconnaissants, donc être capable de dire merci quand ces tâches pénibles sont réalisées pour nous. Et puis, en dernière instance, si tout le reste a échoué, si on n'a pas réussi à se passer, si on n'a pas réussi à partager, si on n'a pas réussi à faire soi-même, si on n'a pas réussi à percevoir le sens suffisamment pour s'y livrer, s'il n'y a pas la reconnaissance qui permet d'inciter à s'y livrer, alors il faut mieux rémunérer. Et donc il faut faire de la pénibilité le principal critère de justification des inégalités. Il me semble là aussi injuste que nous qui réalisons un travail qui est plutôt épanouissant, à mon sens, qui est plutôt reconnu dans la société, malgré le mépris que tu peux ressentir parfois peut-être, David, nous soyons en plus particulièrement bien rémunérés. Et il me semble injuste qu'à l'inverse, d'autres qui font des tâches plutôt ingrates, etc., soient en plus mal rémunérés. Il me semblerait assez logique qu'on inverse l'échelle de rémunération et que la pénibilité donc permette d'obtenir des revenus bien plus élevés que les tâches les plus gratifiantes. Donc voilà pour quelques pistes pour réussir à réaliser les tâches pénibles. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, le revenu inconditionnel est riche des questions qu'il soulève. Cette question des tâches pénibles, elle me semble indispensable. Elle est rarement soulevée dans notre société, et revenu inconditionnel ou pas, il faudrait s'y atteler. Le revenu inconditionnel permet de soulever cette question, mais n'attendons pas l'instauration peut-être d'un revenu inconditionnel pour nous atteler à cette question. Alors, je ne suis pas du tout économiste, je ne sais pas si l'emploi est bon terme. Moi, ça me pose une question en termes de je sais pas comment dire, on va dire justice sociale. C'est-à-dire que une fois qu'on est dans c'est un peu gros comme ça, une sorte de village de Schtroumpf où tout le monde fait ce qu'il doit faire gentiment, etc. Admettons par exemple que ça c'est un peu l'histoire de la salle devant la colloque, mettons que je me lève tous les matins pour faire du pain, parce que j'aime faire du pain, que j'aime faire du pain, mais ils sont capables de faire du pain. Si mon voisin adore faire du crochet, qu'il passe ses journées à faire du crochet parce qu'il trouve ça joli, peut-être qu'au bout d'un moment j'en ai un petit peu marre de me lever tous les matins pour faire le pain parce qu'il faut que le pain soit fait, pendant qu'il fait du crochet toute la journée, et à l'échelle d'une société c'est peut-être pas tenable. Faire du crochet, c'est dire quoi? Du crochet. Ah. C'est un tatouage à le nez. Et du coup, pourquoi ça vous embêterait? C'est parce que de paix sociale, d'ordre public, imagine une société comme ça où il y aura forcément une certaine partie de profiteurs, de vendeurs, on appellera ça comme on voudra. C'est que raboter les inégalités, etc. Vous proposez un salaire qui ira de 1008 à 4008. Il faut quand même rémunérer les gens en fonction de leur contribution aux besoins. Et ceux qui contribuent beaucoup seront peut-être frustrés de rémunérer largement ceux qui ne contribuent pas du tout. Du coup, alors bon. Est-ce que celui qui fait du crochet contribue autant au bonheur de l'autre que celui qui ne fait pas? Oui, mais Peut-être qu'on peut faire tourner la parole chez eux, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à répondre à ça en fait. Enfin, il donne son avis quoi. non, mais d'accord, beaucoup de moins cher. Après, je dis pas que Liliane fait que du manger, etc. Ça serait une débat, mais. Alors, ceci dit, il y a une étude qui a été faite, c'est sur l'école, une classe où on a dit, bon, vous travaillez tous, et on prend la moyenne des notes que vous avez, vous avez toutes cette note. Au début de l'année, c'était super, tout le monde avait 15, à la fin de l'année, c'était moins cool parce que tout le monde avait 5. Donc en fait, c'est que finalement,
ceux qui ne travaillaient pas se sont dit bah, c'est cool, parce qu'on travaille à ma place, j'aurai une bonne note. Et à la fin, ceux qui travaillaient se disaient bah, pourquoi je travaillerais pour les autres, ils ont arrêté de travailler. Donc en fait, comment on va gérer ce flux de tout le monde va arrêter, parce qu'il y a une grosse masse qui va arrêter. Et enfin, ça c'est une question que j'avais tout à l'heure. C'est aussi, est-ce que vous avez posé la question de savoir les services publics qui sont d'ordre vraiment nécessaires, qui sont surtout le médical, est-ce que avec ce revenu de base, on ne va pas avoir les aides-soignantes qui ne sont pas très bien payées, qui vont partir parce qu'elles ont un boulot assez ingrat. Pas reconnu, etc. Oui, bien sûr. Voilà, et du coup, qui va faire ce boulot qui est quand même très utile. Ben oui, les médecins qui travaillent déjà 10 heures par jour. Mais le problème, enfin, vous le dites en plus dans votre question, vous dites, bah voilà, les aides-soignantes, elles sont mal payées, elles sont pas reconnues, etc. Alors autant on va surtout pas leur verser un revenu inconditionnel, sinon elles seraient foutues d'arrêter de bosser. Mais c'est pas satisfaisant comme situation. Dans un premier temps, elles vont se dire, bah, enfin, ou alors je vais réduire mon temps de travail. Enfin, le truc c'est que pour l'instant on manque de personnel public. Mais on peut donc pas. C'est une question aussi politique. C'est qu'on n'ouvre pas de poste. Mais voilà, mais on est déjà, d'accord. on n'ouvre pas de poste parce qu'on ne peut pas les rémunérer. Comment aussi on va gérer tout ce flux d'argent qu'on va devoir donner et qu'on ne pourra pas forcément prendre tout de suite. Enfin, tout ce tampon, en fait, c'est surtout le tampon qui est difficile à gérer. Comme je vous disais dans la classe, le temps que tout le monde se dise ah oui, mais si on travaille tout le monde main dans la main, on va réussir à avoir une moyenne collective assez correcte. Il y a une école qui a fait ça, comment on appelle le truc 41, hein. Enfin bon, c'est une école qui travaille là-dessus. Enfin voilà. J'en ai perdu le fil. Non mais si je peux rebondir. Oui, rebondir juste. Moi je suis tout à fait d'accord à ce qu'on augmente les salaires des métiers pénibles. Si c'est ça la question, il n'y a pas de débat à avoir. Les aides-soignantes, les personnes qui ramassent les déchets dans les rues, bien sûr qu'il faut augmenter leur salaire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut... Faut-il se poser la question, parce qu'on fait non, pas... Mais moi aussi je pense qu'il y en a qui le font, mais ça c'est une décision politique. Augmenter le SMIC, augmenter dans la fonction publique les emplois publics nécessaires à des niveaux décents, mais ça, il n'y a pas besoin de salaire inconditionnel pour le faire. Il y a besoin de prendre la décision de payer mieux les gens. Et par ailleurs, les profs, c'est pas tout à fait vrai, on a du mal à recruter des profs aujourd'hui parce que justement ils sont pas assez bien payés et que le métier est très pénible. Il n'y a pas que les éboueurs qui font le métier pénible. D'ailleurs, parfois, c'est pas les métiers manuels les plus c'est pas toujours les métiers manuels les plus pénibles. Je veux dire, faut pas non plus avoir une vision parce que son métier on l'aime. Il y a beaucoup de gens qui aiment leur métier, y compris les aides-soignantes d'ailleurs. Je veux dire, quand Fillon était dans, eh bien, elles aiment leur métier ces personnes-là. Et seulement, elles voudraient travailler un peu moins et avoir des meilleures conditions. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de revenu inconditionnel pour ça. Super vite. Du coup, alors sur la question des tâches pénibles, il ne s'agit pas d'augmenter le SMIC. Il ne s'agit pas d'augmenter le SMIC, il s'agit d'inverser l'échelle de salaire, de se dire, il ne s'agit pas de dire, bon bah, le personnel de ménage, on va un peu mieux le payer. Il s'agit de se dire, bon bah, vraiment, c'est un boulot plus pénible, donc il doit être beaucoup mieux rémunéré que d'autres qui sont bien moins pénibles. C'est ça en fait l'idée, c'est pas juste on va augmenter le salaire minimum, parce qu'on ne peut pas se satisfaire juste du salaire minimum quand on fait ces tâches-là. En fait, c'est ça le raisonnement. Pénibles d'une manière ou d'une autre, par définition. D'une manière ou d'une autre, mais certains plus que d'autres en fait. Certains plus que d'autres. Alors, j'avais juste deux autres éléments de réponse. Donc, par rapport à l'école, c'est pour ça que je ne propose pas un rapport de 1 à 1. J'ai la faiblesse du coup de proposer un rapport de 1 à 4, ce qui heurte mon côté égalitariste radical, mais je propose un rapport de 1 à 4 qui permet du coup de ne pas avoir la même note pour tous. Donc effectivement, s'il y en a qui font des boulots chiants, eh ben, ils doivent être mieux rémunérés. Et puis, la question du tampon, en gros, le temps qu'on se dise tous, ah oui, c'est ça qu'il aurait fallu faire, etc., bah, c'est à ça aussi que ça sert le débat sur le revenu inconditionnel. Par chance, c'est pas demain qu'on mettra en place un revenu inconditionnel, et déjà, on commence à anticiper. Il y a des gens qui ont planché là-dessus, dans le cadre de la théorie des jeux, sur les problèmes de dynamique collective. On sait à peu près comment, on voit quelques bonnes pistes de réflexion pour pouvoir gérer la question des passagers clandestins. Et quand bien même il y aurait des passagers clandestins, mon raisonnement c'est
on va pas, enfin arrêtons de nous pourrir la vie juste parce qu'il y a des passagers clandestins, ça serait dommage de dire punition collective, personne revenu inconditionnel parce qu'il y en a 3-4 au fond qui jouent pas le jeu. Peut-être on va prendre 2 ou 3 questions à la suite, comme ça vous répondez. Monsieur, et puis Nathalie. Alors, on avait parlé des Schtroumpfs, moi je parlais d'Astérix. Dans le bouclier Ardennes, à un moment, il y a Astérix qui entre dans un village où tout le monde vend du pain et du charbon. Et il demande, mais vous faites pas de la concurrence? Et puis le vendeur il répond, non, on s'achète les uns chez les autres, et puis on en profite pour parler du temps où on était à Condal. Astérix demande, et vous y faisiez quoi? Il dit, on vendait du pain et du charbon. Pour moi, cette image, elle est représentative en fait, de la communauté internationale dans le sens, à l'époque du modèle westphalien. Mais le problème, c'est que dans l'hypothèse où le revenu de base marcherait, il ne pourrait marcher que dans un circuit fermé, que dans un système fermé, alors que maintenant, on voit que la décision, c'est plus les nations qui le prennent, c'est l'international, et on voit que la lutte contre les paradis fiscaux, le G8, l'Union Européenne, l'ALENA, l'ASEAN, etc., sont la preuve que l'État n'est plus le maître de son territoire. Et puis s'il y a un des vendeurs de vin de charbon qui décide de hausser les prix ou s'il n'a plus rien dans ses coffres, eh ben, les autres ils vont aller voir ailleurs. Et du coup ça va fermer boutique, il va y avoir une désorganisation internationale, non plus juste sur les limites de la France ou même d'un pays un peu plus grand, mais vraiment partout. Et en même temps, on voit que, et c'est là que le modèle westphalien n'est pas tout à fait mort, c'est qu'il y a quand même de fait une uniformisation. Parce qu'on se dit, si tout le monde fonctionne différemment, il va y avoir une désorganisation telle qu'il faut qu'on pose des bases, et ce sera non plus un équilibre des puissances accepté, mais c'est un équilibre des puissances contraint, puisque du coup, il va y avoir des règles au-dessus. Et donc du coup, pour moi, le fait de dire on va instaurer le revenu de base, ça va être une désorganisation trop importante pour ne pas avoir des répercussions qui pourraient être désastreuses. Donc vous disiez que vous étiez sans illusion quant à l'instauration d'un système de revenu de base. Alors déjà au niveau national, effectivement, c'était difficile d'avoir des illusions. Mais au niveau international, c'est encore plus difficile de ne pas en avoir. Monsieur, vous posez votre question, essayez de formuler une question assez... Ah oui. C'est moi, je voulais possible. conforter ce qui a déjà été dit, effectivement, sur les métiers en tension, notamment les métiers relationnels, que ce soit les aides-soignants en gériatrie, que ce soit les enseignants dans des lycées et collèges très difficiles, que ce soit les policiers, que ce soit même les facteurs, les gens qui font des agents de sécurité. C'est des métiers... Je ne pense pas que les gens ils font ça pour gagner beaucoup d'argent. On est toujours heureux d'avoir plus d'argent. Ils font ça par vocation. Quand ils voient qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens d'aller au travail, ne craignez-vous pas. Et je pensais à certains métiers où c'est souvent un double salaire. Ils sont en couple, ils y vont juste pour un complément, je vais dire, de salaire. Si c'est un delta de 300-400 euros, ils vont tous redescendre. Et s'ils redescendent tous, qui va assurer ces métiers indispensables pour s'occuper des personnes âgées, des jeunes, etc. Donc vous ne craignez pas qu'il risque d'avoir un gros décrochage. Et après, on va passer à la réquisition, on va passer au travail forcé, et je pense que ça n'aboutira nulle part. Parce que, Mademoiselle, c'était juste pour savoir sur quels critères vous vous basez pour qualifier un travail de chiant. Parce que ce qui est chiant pour vous ne l'est pas pour moi, et ce qui est chiant pour moi ne l'est pas pour vous. C'était ma remarque aussi, c'est que moi, ce qui me pose problème, c'est que vous avez l'impression de partir du fait qu'on a tous les mêmes besoins. Ouais. Et moi, dans ma conviction, je suis sûr qu'on est tous différents par notre histoire et de par nos divers besoins. Voilà, peut-être... voilà, vous pouvez répondre et puis après on s'arrêtera, on continuera plus librement aussi. Moi je commence ? Si tu veux. Bon, alors sur la question de... est-ce que c'est possible de mettre en place un revenu inconditionnel malgré les contraintes internationales, etc. Bon, moi je suis convaincu que les marges de manœuvre existent encore pour les États, qu'il y a un sentiment d'impuissance qui est largement exagéré et entretenu, qui permet de faire passer la pilule sur pas mal de réformes libérales, mais qu'on a quand même de bonnes marges de manœuvre. Après, voilà, bon, j'y reviendrai après sur un deuxième élément de réponse par rapport à ça, sur l'absence d'illusion. Sur le côté, alors métier en tension, est-ce qu'on aura encore des gens pour les réaliser, encore une fois, si on met en place ce revenu inconditionnel? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de décrochage? Bon, s'il s'agit de vocation,
Ça me semble dommage. Enfin, à mon sens, le revenu inconditionnel doit permettre aussi aux gens de donner libre recours à leur vocation. Après, encore une fois, le revenu inconditionnel, si ça suscite de telles craintes, ça doit nous inviter à poser la question des conditions de reconnaissance et de travail dans ces métiers. N'attendons pas le revenu inconditionnel pour traiter cette question. Et encore une fois, on ne peut pas se satisfaire on ne peut pas se contenter de dire il ne faut pas mettre en place un revenu inconditionnel sinon ça va mal se passer. Et donc surtout ne changeons rien à ces conditions de travail, changeons les conditions de travail dès aujourd'hui, changeons les conditions de reconnaissance. Sur la question des boulots chiants, qu'est-ce qui me permet de dire que tel boulot est chiant ou pas? Alors moi j'ai juste mon sentiment, hein. Je vois à peu près les tâches que j'aimerais bien faire, je vois les tâches en discutant les autres aimeraient ou n'aimeraient pas faire. Après le test le plus simple c'est versons le revenu inconditionnel. Versons 1000 € à tout le monde, je fais le pari que les tâches qui seront désertées seront les tâches que on ne veut pas faire en fait. Et pourquoi on ne veut pas les faire? Parce que c'est chiant. Alors tout le monde ne s'accordera pas exactement sur le périmètre des boulots chiants, mais par agrégation on verra qu'en majorité il y a des boulots qu'on n'aime pas faire, et puis en majorité il y a des boulots qu'on aime bien faire. Ça me semble être un bon critère. Ouais, mais du coup j'ai l'impression qu'on tourne en rond sur cette histoire des tâches pénibles. N'attendons pas le revenu inconditionnel pour nous poser cette question des tâches pénibles. Il y a des tâches chiantes, je pense qu'on peut tous être d'accord, même si on n'est pas d'accord sur exactement le périmètre, on peut tous être d'accord pour dire il y a des tâches chiantes, des tâches plus chiantes que d'autres. Je pense qu'on est encore en désaccord avec David. Il y a des tâches plus chiantes que d'autres. Traitons cette question des tâches pénibles. Arrêtons de dire juste, non, on ne va pas mettre en place de revenu inconditionnel pour éviter d'avoir à se poser cette question. Et du coup, pour finir, donc je défends le revenu inconditionnel sans illusion, et en fait, donc pour tout vous dire, je me dis, le jour où on sera en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel, avec un peu de chance, si on a été capable d'avoir un débat intelligent qui soulève toutes les bonnes questions, etc., en fait, on aura été capable de transformer la société de telle sorte qu'on n'aura plus besoin de mettre en place un revenu inconditionnel. Donc je défends un revenu inconditionnel sans illusion aussi, parce que je me dis, toutes ces questions-là, les tâches pénibles, le partage des richesses, l'augmentation de la progressivité des impôts, etc., on les soulève systématiquement quand on parle de revenu inconditionnel. Si on fait tout ça, coopérative, extension du champ de la gratuité, reconnaissance des activités hors de l'emploi, etc. Si on fait tout ça, à la limite, on n'aura plus besoin de mettre en place un revenu inconditionnel et ça sera plutôt tant mieux. Très rapidement, moi je suis d'accord avec vous, hein, mademoiselle, sur le fait que mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que, moi il y a plein on connaît des personnes qui font des travaux que Baptiste trouverait chiants, mais qui sont fiers de leur travail, des ouvriers, des aides-soignantes, etc. Et pour moi, à juste titre, parce que c'est des travaux utiles, et inversement, des travaux très bien payés, justement, les bullshit jobs, c'est des gens qui parfois ne sont pas du tout heureux de faire le travail qu'ils font, alors même qu'ils sont bien payés, et qui ne sont pas considérés comme du travail pénible. Alors s'il faut attendre de verser le revenu universel pour savoir quel travail va être chiant, et que d'un autre côté, il faut se poser la question du travail chiant avant le revenu universel, là aussi on tourne en rond. Sur la question de la mondialisation, alors moi je suis beaucoup plus sceptique sur les capacités dans le cadre européen en particulier et mondial aujourd'hui de mettre en œuvre des réformes radicales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pas que le revenu inconditionnel, hein, n'importe quel revenu, baisse du temps de travail, etc. Aujourd'hui c'est très compliqué. Alors d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que j'ai écrit un livre sur l'Union européenne qui explique pourquoi justement est-ce qu'on a quand même des carcans très importants, juridiques et économiques aussi. Donc oui, bien sûr que toute réforme ambitieuse aujourd'hui se pose la question de, j'ai envie de dire, mais c'est un peu court de le dire, mais quelque part du rétablissement des frontières, parce que c'est la seule manière de mener une politique autonome, par exemple taxer ce qui est polluant, etc., eh bien ça veut dire aussi que les autres pays, comme ils n'ont pas joué le jeu, eh bien il faut bien taxer les importations pour permettre d'avoir un système social. Mais bon, je ne vais pas revenir parce que c'est un grand débat, mais il me semble que voilà, nécessaire. Je termine sur une idée. Parce que tout à l'heure on a dit le travail forcé c'est pas possible dans le droit. Et bien, en fait, pas complètement, puisque les services, vous voyez, il y a des candidats qui disent qu'il va faire un service civique obligatoire. Moi, je pense que si on instaurait un système de service civique de 5 ans obligatoire pour tout le monde, dans lequel on ferait toutes les tâches pénibles, alors je pense que là, ou toutes les tâches nécessaires, plutôt que pénibles, oui. Non mais toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de la société, c'est-à-dire tout l'essentiel. Alors là, on pourrait effectivement donner à tout le monde un revenu universel de type 1000 €, 1500 €. Et finalement, ça me semble être la meilleure solution. Mais du coup, c'est pas inconditionnel, hein, c'est un revenu universel, mais versé à toute personne,
à l'issue d'un service civique de 5 ans dans lequel on ferait toutes les tâches. Et là, je pense qu'on résout les contradictions. Après, est-ce que c'est quelque chose qui est politiquement acceptable et que les gens voudront faire? Je ne sais pas. Hein, mais d'un point de vue économique, là, j'aurais aucun reproche à faire à cette proposition. Par contre, le revenu sans condition et sans s'assurer que les services nécessaires sont produits, ça me semble pas possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, c'était passionnant. Avant que vous partiez, puisque nous ne sommes pas encore